Salut à tous et bienvenue pour un spécial épisode hors série des Leadercast. Je suis aujourd'hui avec Jess Liodin, avec qui j'avais réalisé un énorme podcast que vous aviez énormément apprécié. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ce podcast consacré aujourd'hui à comment devenir un champion de MMA. Salut Jess. Salut à tous et à toutes. Merci d'être de retour. Je suis content que le dernier podcast ait marché. Donc, voilà le retour. Donc Jess, je voulais commencer parce que toi, donc pour rappel, je mettrai un lien vers l'ancien podcast où on a parlé vraiment de ton parcours en détail. Tu as été un des premiers Français à l'UFC et j'ai vu dernièrement dans ton actualité que, a priori, tu voulais arrêter d'enseigner les sports de combat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Oui, moi en fait, j'enseignais, comme beaucoup de personnes, dans des sport centers, donc dans des gymnases, etc. Comme ça se faisait à l'ancienne et que ça se faisait toujours, tu vois. Et donc ça marchait assez bien. Mais je te parle de ça il y a de ça à peu près une quinzaine d'années. Et puis j'ai commencé à travailler dans des salles de sport, donc des spas. Maintenant ils sont plus populaires en France, mais une salle ici qui s'appelle Gymbox, donc on pouvait faire de la musculation, du cardio, des classes d'aérobic, mais aussi il y a un ring, il y a un tatami, donc on pouvait faire des sports de combat. Et puis au début ça a bien marché, puis maintenant je vois une évolution, les choses qui changent au fur et à mesure. Donc est-ce que ça a à voir? Au début je me suis dit peut-être que ça a à voir avec ma salle. Parce que voilà, ma salle, c'est un peu une salle de flambée aussi, quoi. Où là, les gens, voilà, ils aiment bien faire des selfies, il y a des belles lumières, il y a ceci, cela. Donc voilà, il y a pas mal de charlots. Donc je me suis dit peut-être que ça a à voir avec ma salle. Et puis il s'avère que quand j'ai dit que j'allais arrêter d'enseigner pour des raisons sur lesquelles on reviendra, eh bien j'ai beaucoup d'autres enseignants qui m'ont contacté et qui m'ont dit que même eux avaient le même résultat de leur côté, en tous les cas, la même logique. Ils continuaient aussi à enseigner, mais qui trouvaient ça de plus en plus difficile. Donc moi, la question qui se pose, c'est que, comme je te disais, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que le MMA, entre guillemets, se démocratise, c'est que c'est de plus en plus accessible, entre guillemets, déjà pour le visionner, et que de plus en plus de personnes veulent devenir champion de MMA. Donc pour moi, dans ma tête, toi, t'étais là un peu comme, vu ton expérience, etc., comme un passeur de flambeau, où t'entraînais les gens, et que t'avais peut-être pas mal de pratiquants qui te contactaient, et qui venaient s'entraîner avec toi, pour devenir justement champion de MMA. Oui, alors on est passé par plusieurs caps en fait. Alors au début, c'était beaucoup de loisirs, même il y a de ça 15-20 ans quand j'enseignais, même si le MMA avait une mauvaise publicité, il y a quand même pas mal de gens qui venaient pour le loisir en fait. Alors ils s'en prenaient dans la gueule, attention, c'était pas non plus de l'aérobic, tu vois, mais voilà, les gens le faisaient vraiment pour le plaisir. Bon, en même temps, il faut remettre les choses en place. Il y a 15-20 ans, on n'avait pas les iPhones, on n'avait pas Netflix, donc quand c'était le jeudi soir, t'avais un peu rien d'autre à foutre que d'aller t'entraîner. Donc les gens étaient un peu plus motivés. C'est qu'aujourd'hui, je comprends que les gens ils ont d'autres choses à faire. En tous les cas, c'est plus difficile. Donc c'était du loisir. Et puis après, le sport a commencé à évoluer. Et en fait, oui, il y a des gens qui, par la suite, disent pourquoi pas faire un peu de compétition, en tous les cas faire quelques combats amateurs, voir comment ça se passe. Parce que l'optique d'aller à l'UFC, c'était presque impossible, j'ai envie de te dire. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé à un cap où là, les gens veulent, tout de suite, leur objectif numéro 1, c'est l'UFC. C'est pas de faire des combats amateurs, c'est pas de faire ceci, cela, c'est tout de suite arriver à l'UFC et de combattre face aux meilleurs, en tous les cas, pas dans leur optique, mais en tout cas d'être connu. Et puis là, dernièrement, alors là, on est passé à une cap vraiment supérieure, c'est-à-dire que tout le monde veut devenir Conor McGregor. C'est-à-dire que eux, ils voient que le chapitre final, eux, ils voient, c'est des grosses bagnoles, les costumes, les lunettes, faire des millions, être en jet privé. Même le combat, si tu veux, ils ont même presque oublié qu'il faut se taper. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils pensent que se taper, c'est juste un truc logique, ça va se faire vite fait, mais voilà. Ils savent pas, il faut quand même s'entraîner avant, il faut s'en prendre par la gueule. Parce qu'ils voient pas de l'autre côté du décor où c'est que Conor McGregor s'entraîne. Parce que Conor, il s'entraîne en Irlande, hein. Il fait froid et sa salle là-bas, elle est dégueulasse, hein. Elle est dégueulasse, il y a plein de mecs qui ont vraiment envie de se cogner, mais tout ce côté-là, ils voient pas vraiment, ils voient que le côté glamour. Et donc, t'as des gens qui veulent juste arriver au point final, ils pensent que devenir champion du UFC, c'est un peu comme devenir youtubeur ou instagrammeur, ça se fait comme ça du jour au lendemain. Et donc, c'est devenu un peu n'importe un whack. Et puis bon, après, t'as les autres aussi qui ont compris que c'était un peu difficile, que prendre des coups c'était pas vraiment leur truc, qu'ils préféraient prendre 2-3 cours, apprendre 2-3 conneries et puis voilà, s'ouvrir un compte sur un réseau social et faire les faux experts et essayer de donner des conseils, de démontrer ceci cela, peut-être faire un ou deux combats contre 2-3 crottes données, histoire de se donner un peu de légitimité, mais voilà quoi. Donc on est passé par plusieurs gaps. Mais même le combat en général, j'ai déjà dernièrement vu un documentaire sur la boxe anglaise, où il suivait 3 combattants différents, un qui avait plus de 300 combats, mais qui restait quand même amateur parce que son optique était de faire les Jeux Olympiques.
Il y en avait un autre qui venait juste de passer pro et que voilà, il pensait qu'à l'argent déjà dès le départ. Et en tous les cas, la plupart des entraîneurs disaient tous la même chose, que ça devenait de plus en plus difficile de former une équipe olympique de boxe, qui est quand même incroyable, parce que les mecs, aussitôt qu'ils commencent la boxe, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est devenir les nouveaux Mayweather. Tout de suite, passer pro, faire de l'oseille, et représenter les États-Unis en tant qu'amateur, ça les intéressait, mais carrément pas. Et donc toi, là, les clients que tu avais dans tes cours étaient un peu dans cette optique justement de ne vouloir que le résultat, ils n'aimaient pas vraiment se battre, ils n'avaient peut-être pas cette rage dont on avait parlé au précédent podcast, cette envie de se surpasser, d'émettre sa frustration, cette colère en soi, qui sont plus là en fait pour dire voilà, je veux devenir champion du UFC, je veux les bagouses, etc. Et puis ils se prennent 2-3 coups dans la tronche et donc ils disparaissent. Mais c'est ça, ouais, voilà, non mais c'est ça. Mais après, moi j'ai jamais vraiment entraîné des combattants à haut niveau. Alors j'ai entraîné des pros bien entendu, mais moi j'ai jamais vraiment eu l'optique de les emmener à l'UFC, etc. Moi j'ai eu ma carrière, j'ai fait mon truc, je me suis fait mon kiff. Et voilà quoi. Après si tu vois, moi je peux t'aider dans ton objectif, pourquoi pas. Mais après il y a un moment ou un autre, si tu veux, ça serait mieux pour toi d'aller dans une académie, voilà, à plein temps, parce que moi j'ai pas ni le temps ni l'énergie ni la passion pour pouvoir t'emmener beaucoup plus loin si tu veux. Donc moi j'ai toujours été honnête avec mes élèves et ils l'ont toujours compris. Donc moi c'était du plaisir, c'était vraiment du loisir et voilà, du compétitif, mais voilà, vraiment début de compétition quoi. Tant bien même qu'ils avaient quand même un très très bon niveau. Donc moi j'ai voilà, et ce qui se passe c'est que même faire les premiers combats, même faire les premières préparations, très très vite, tu vois tout de suite, les gens ils sont ah ouais non mais c'est ça le combat en fait, non mais moi je veux juste combattre. Non mais mec, non, il faut venir t'entraîner 4-5 fois par semaine. Si tu t'entraînes pas 4-5 fois par semaine, je vais pas te trouver un combat. C'est là déjà que ça commençait à se barrer en couille, où les gens venaient et tout ce qu'ils te demandaient c'était pas de s'entraîner, de se préparer, de devenir meilleur. Tout ce qu'ils disaient c'est moi je veux faire un combat. Bah ouais mais mec, on s'est entraîné, tu sais rien faire, tu t'es fait balancer par tout le monde dans la salle, tu t'es pris des pranies plein la gueule. De quoi tu me parles d'un combat? Faut passer par le cadre de s'entraîner comme avant. Non, 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 moi tout ce que je vais faire c'est faire des combats. Tu vois, donc dès le départ, leur optique était déjà faussée, tu vois. Dans leur tête, ils voulaient déjà être un combattant pro, avoir un compte officiel, marqué combattant. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça leur optique. Tu vois? Tu me fais marrer. Il y a ça sur Instagram. Moi, je suis pas trop tout ça, mais sur Instagram, t'as des mecs qui mettent avec 500 abonnés combattants professionnels ou t'as des trucs un peu comme ça. C'est ça, et tu vois jamais aucune photo de quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme tous les mecs qui disent ah super session aujourd'hui à la boxe, mais tu les vois jamais photos de sparring ou quoi que ce soit. Tu les vois toujours eux avec leurs gants, ou eux dans les vestiaires, ou eux à côté d'un sac. Mais tu les vois jamais faire des mises de gants ou faire des photos après un sparring avec des mecs en sueur avec le pif qui saigne un peu. Non, tu vois jamais ça. Par contre, ils sont boxeurs a priori, tu vois, ils sont. Mais des mythos comme ça a toujours existé. Hein. Je vais pas dire que c'est nouveau. Dans toutes les salles, des mythos, il y en a eu. Que ce soit dans la musculation ou dans la boxe, regarde, tu vas dans n'importe quel. Je suis sûr que les mecs qui font la muscu depuis un petit bout de temps, ça va leur parler. Tu vas dans n'importe quelle salle de muscu en France, t'as toujours ce mec, t'as l'impression qu'il est là du matin au soir. Il s'entraîne, t'as l'impression 12 heures par jour. Et son physique ressemble strictement à rien, même si ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu. Mais par contre, il est toujours là à te raconter sa vie, à te donner des conseils, à te dire ce qu'il faut faire, ceci, cela. Des charlots comme ça, il y en a dans toutes les salles de muscu, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, ces charlots, ils ont l'internet, et donc, tu en vois de plus en plus. Et dans la boxe, c'est pareil. Dans n'importe quel club de boxe, t'as toujours ce mec qui veut toujours donner des conseils à tout le monde, qui a toujours un avis à dire. À chaque fois, les gens qui y a un combat qui arrive vont lui parler à lui. Et en fait, t'as l'impression que c'est l'homme à tout faire, qui connaît tout le monde, qui tient un peu les paos ici, à droite, à gauche pour les mecs. Mais en fait, c'est un mec qui a jamais rien fait, quoi. C'est un vrai mytho. Tu vois, le nombre de mecs, moi, que je connais qui sont comme ça, et de temps en temps, t'as des mecs qui sont pas mal. Ils vont dire, ah, tu veux me tenir les paos? Vas-y. Attends, t'as un canard qui veut te tenir les paos pendant 15 minutes gratos, tu dis bah pourquoi pas quoi. Jusqu'au moment où le mec il commence à te donner des conseils, tu fais hey, bonhomme, reste à ta place. Mais voilà, lui veut faire un selfie, et puis au bout de 6 mois plus tard, le mec apparemment il est coach, il t'a coaché, il a fait des photos à côté de toi, tu veux dire. Donc des mythos, ça a toujours existé. Sauf que maintenant, grâce à l'internet, eh ben ces mythos ont une plateforme. Mais alors, qu'est-ce qui te pousse à arrêter d'enseigner? Bon, en fait, la motivation des gens, en fait, ils ont plus vraiment de motivation parce que le MMA c'est dur. Faut dire ce qu'il est. Parce que je veux dire, la base du MMA déjà c'est la lutte. Alors certains diront autre chose, mais bon, je peux pas aider les gens qui connaissent pas leur sujet. La base du MMA c'est une lutte. Alors après, tu sois grappleur ou striker, peu importe. Mais si t'as pas une bonne lutte, tu peux pas dicter où va être le combat à la base. Et la lutte c'est dur. La lutte c'est dur, c'est physique, c'est explosif, c'est dynamique. Tu peux pas vraiment le lâcher. C'est pas comme en boxe anglaise où tu peux faire 2-3 pas en arrière, souffler un petit peu, etc. Dans la lutte, c'est toujours en donnant, en donnant, en donnant.
C'est pas comme en grappling no glue où tu peux avoir une espèce de position confortable et tu peux respirer un peu. Non, la lutte c'est vraiment difficile, c'est vraiment physique. C'est pour ça que tu vois, regarde les lutteurs qui sont à la retraite, ils ont la gueule écrasée, les oreilles défoncées, les coups en vrac, ils marchent comme des handicapés. C'est ce que je veux dire, parce que la lutte c'est dur. Et quand je fais faire ça déjà aux élèves, tu vois déjà dès le départ qu'ils aiment pas. Dès le départ, ils disent ah non mais moi je voulais venir faire des gauche-droite au PAO, des high kicks, faire 2-3 soumissions au sol, enfin faire du MMA tourisme en fait, tu vois, du faux MMA. Sauf que non 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 les mecs, allez on se met tous contre la cage, allez tout le monde essaie de se relever, ils sont en train de crever, là ils ont plus de flux respirer, le mec il leur balance 2-3 pralines dans la gueule en disant oh non mais moi je veux plus faire ça, j'arrête, tu vois. Et des gens comme ça t'en as de plus en plus en fait, tu vois. Et j'ai beaucoup d'élèves qui partent au jiu-jitsu parce que le jiu-jitsu j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais en même temps, c'est quand même plus facile. C'est-à-dire que si tu as envie de jouer le jeu de rester sur ton dos, bah le sparring il commence, tu t'avoies sur les fesses, tu tires le kimono et puis voilà, tu tiens. C'est pour ça que le jiu-jitsu est beaucoup plus populaire parce que c'est beaucoup plus lent. Certains diront c'est plus technique. Bon, je suis pas nécessairement d'accord, mais en tous les cas, tu peux attraper n'importe quel mec, le tirer sur le kimono et rester pendant comme ça pendant 5 minutes et dire ah ouais super sparring. Tandis que quand t'as pas de kimono, c'est plus compliqué de vouloir faire ça. Et puis tout de suite, t'as une récompense si tu veux. C'est-à-dire que moi, avant, pour avoir une ceinture bleue, fallait vraiment y aller, quoi. Les mecs, ça leur prenait minimum 3 ans et 4 ans, tu vois ce que je veux dire. Et beaucoup, c'était généralement l'autre mec dans la classe qui disait, ah, lui, il nous fout la pression à chaque fois, ça serait peut-être temps de lui mettre, de lui donner sa ceinture. Mais déjà, rien à voir une ceinture bleue, c'était vraiment un privilège, si tu veux. Ça voulait vraiment dire quelque chose. Faut dire que la plupart des mecs qui enseignaient le jiu-jitsu en France, je te parle il y a de ça 20 ans, c'était des ceintures bleues. Tu vois, donc ça veut vraiment une ceinture blanche jiu-jitsu, c'est presque le même niveau qu'une ceinture noire dans les styles traditionnels. Tu vois, c'est-à-dire comme le karaté ou le judo. Avec maintenant les ceintures bleues, mec, ils les donnent comme des images, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Les mecs, si tu leur donnes pas 2-3 barrettes sur leur ceinture blanche dès le départ, tu leur donnes pas les petites étoiles comme des gamins à l'école, ils arrêtent, ils passent à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, ou ils vont dans une autre académie. Donc maintenant les ceintures bleues, mais ils les donnent. Ils les donnent. Non mais c'est vrai, mais t'as raison parce que moi j'ai vu un peu le milieu et j'écoute pas mal de podcasts un peu sur l'UFC, etc. Et des fois, justement, les commentateurs, donc je sais pas si c'est des professionnels, des spécialistes ou pas, mais ils se disent, mais c'est bizarre, lui, il a une ceinture marron de jiu-jitsu, et puis au sol, putain, il touche pas un caramel, quoi, tu vois, c'est limite, et pour revenir sur la lutte, de ce que je vois, alors je suis vraiment pas un spécialiste, mais actuellement, justement, c'est des lutteurs qui dominent, on a vu là récemment, Rabi, par exemple, qui est lutteur, on voit Cormier qui est lutteur, Ouais. on voit que c'est pas mal des lutteurs qui quand même dominent, pareil, Romero, c'était un lutteur là-bas, je sais plus. Ouais. Donc on voit c'est quand même pas mal de lutteurs. Il est champion olympique quand même, tu vois ce que je veux dire. Il a fait même plus qu'un peu plus de la lutte, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même un champion olympique. Donc non, mais c'est vrai que c'est la base. C'est la base. T'as une bonne lutte, tu peux dicter. Après, t'as pas besoin d'être le meilleur lutteur du monde. Tu peux avoir de très bonnes bases. C'est comme la boxe anglaise, si tu veux. Tu vois, j'ai vu récemment dans un événement de MMA, donc je commentais. T'avais un mec, il était un jeune homme de 21 ans, mais il était merveilleux debout. C'était super beau, c'était super propre. Il a dominé un Brésilien. Et en plus, ce qu'il faisait, c'était pas nécessairement extraordinaire, mais c'était très basique, très propre. Et en fait, pour être bon lutteur, t'as pas besoin non plus d'avoir des techniques extraordinaires. Du moment que t'as des bonnes bases, tu peux être déjà très compétitif. Tu vois ce que je veux dire. Et mais tu peux pas non plus faire de combat de MMA. Et après, tout tourne en même temps. Tu vois, dans les arts martiaux, c'est toujours une tournante. Si tu veux. Alors, t'as le grappling qui a dominé pendant un moment. Après, t'as eu les lutteurs. Après, t'as eu les frappeurs. Là, on revient à la lutte. C'est-à-dire que c'est constamment en changement parce que normalement, il y a une évolution aussi dans le sport qui fait que tout le monde s'adapte. Mais pour en revenir à ce que je disais, que je me rappelle plus vraiment. Donc en fait, voilà, tu arrêtes d'enseigner parce que en fait, tu te rends compte que. Donc, en fait, les gens, ils vont au jiu-jitsu parce qu'ils ont une récompense instantanée. Tandis que dans le MMA, en fait, j'ai envie de te dire, ta récompense, c'est simplement d'être meilleur. Il n'y a pas de ceinture. Donc, faut que tu sois meilleur à la salle. Faut que tu sois meilleur que tout le monde. C'est quand même assez compétitif, si tu veux. Et le cap final, c'est d'aller faire un combat. Tu vois, que ce soit un amateur ou en pro, on s'en bat les couilles. Mais à un moment, quand même aller tester. Tandis que là, en jiu-jitsu, tu as une récompense instantanée. Tout de suite, on te met 2-3 barrettes sur ta ceinture. Alors là, le Instagram, c'est Jiu-Jitsu Life, Jiu-Jitsu Family, vas-y qu'on me fait des photos partout, tu vois ce que je veux dire. Déjà, ils font le délire, tu vois ce que je veux dire. Alors là, quand on a la ceinture bleue, au bout d'un an et demi, lors de la ceinture bleue, alors là, c'est terminé. Là, on parle portugais, on commence à bouffer de la salive, si tu veux. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Non mais et je comprends et pourquoi pas si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Les gens font ce qu'ils veulent et du moment qu'ils trouvent leur délire, moi j'ai absolument rien contre ça. Mais tout ça pour dire que les gens vont plus tendance à aller quelque part et avoir une récompense instantanée. Alors par exemple la boxe anglaise, pour moi si tu fais de la boxe anglaise, faut faire des mises de gants, faut que tu te prennes des pralines dans la gueule, sinon tu fais pas de la boxe anglaise.
tu fais une boxe ludique ou alors une boxe aérobique, peu importe, une boxe exercise, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais si tu fais pas des sessions de sparring, tu prends pas deux, trois pralines dans le nez, tu fais pas de la boxe. Sauf qu'aujourd'hui, tu as des gens qui font de la boxe, tout ce qu'ils font, c'est avec des soi-disant coachs qui, eux, ne savent pas boxer non plus, des sessions de PAO à la Mayweather. Pourquoi? Ça sert à rien, en fait, mais en même temps, c'est super bien pour poster sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Alors on fait blague, putain, super, génial, on passe ça sur Instagram. Par contre, le mec, tu lui demandes de faire une mise de gants face à un débutant, il se prend deux jabs dans le pif, et tout d'un coup, il s'arrête. Ah non, mais moi, il faut que j'arrête, c'est trop violent pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ils sont plus dans la récompense instantanée pour pouvoir poster tout de suite. Et vu que le MMA, c'est quand même assez dur, assez physique, physiquement, mentalement, etc. Beaucoup se disent, bon, je veux pas avoir de récompense instantanée, ça c'est un truc pour les bagarreurs, j'arrête et je passe à autre chose. Bah, justement, ça permet de rebondir, il faut, aujourd'hui, quelle qualité il faudrait, d'après toi, pour devenir, voilà, champion de MMA, entre guillemets. J'ai l'impression que tu parles de récompense instantanée, mais moi je le remarque également en muscu, de moins en moins de personnes veulent s'investir, ont une vision en fait à long terme et aiment vraiment l'activité en fait. Ils sont plus attirés par le résultat et il faut que ce soit rapide. Et quand j'ai commencé la muscu avec tous mes potes quand on était jeunes, quoi, nous en fait on avait une sorte de rage en fait qui nous animait, comme toi quand on l'avait dans son podcast. Mais voilà, on avait une revanche à prendre. Tu sais, j'en parlais cette semaine avec quelqu'un que j'ai rencontré là justement à un événement un peu d'entrepreneur. Et en fait, ouais c'est ça, on avait une rage, une frustration à évacuer, puis on aimait s'entraîner quoi. Que ce soit difficile ou pas, en fait, c'était pas très grave. Après, ça faisait partie du jeu, en fait. Faut s'adapter à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut autant critiquer ce qui se passe aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on dit aujourd'hui, il faut s'adapter ou alors on reste derrière. Alors, à une autre génération, moi, comme la mienne, toi, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais c'était un peu pareil. Pour être connu, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois un meilleur pour être dans les magazines, les journaux, etc. ou à la télévision. Il n'y avait pas d'autres médias. Donc pour être bon, fallait être le meilleur. Donc c'est normal que ta motivation était que tu voulais être le meilleur pour au moins avoir un minimum de reconnaissance dans ce que tu fais. Tandis qu'aujourd'hui, les médias sont à travers l'Internet. Tu as 50 000 sites qui servent à rien, mais voilà, qui peuvent te faire un article. Tu as les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, maintenant, t'as plus besoin de devenir le meilleur pour avoir de la visibilité, si tu veux. Donc ça, c'est une première des choses. Après, faut vraiment que le truc soit par passion. On va revenir au milieu d'acteurs, par exemple. Moi, qu'est-ce qui me plaît dans le truc de l'acteur? C'est de jouer. Je trouve ça passionnant, intéressant. Il y a un vrai challenge. Si demain tu me dis, hey, tu joues dans une théâtre à côté de chez toi devant 50 personnes, et je suis aussi heureux que d'en faire un film, en fait. En toute honnêteté. Parce que je vais faire vraiment tu vois, je vais vraiment faire ce que j'aime. Et puis même s'il y a que 50 personnes, du moment que j'ai fait kiffer 50 personnes live, là, dans une pièce, je vais être heureux. Tu vois? Donc, est-ce que c'est vraiment une passion? Oui, c'est une passion. Maintenant, est-ce que tu demandes à une personne, non, mais est-ce que tu ferais ce que tu fais en ce moment devant 50 personnes si tu avais aucune visibilité? La grande majorité des gens te diront non. Et en fait, c'est pas une passion. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vois des mecs, ils ont fait 2 combats de MMA, ils ont déjà une page officielle, un machin, un truc, des mecs qui payent des vidéographeurs pour les suivre. Tu vois, moi là, on m'a commencé à me parler moi quand un mec a fait un documentaire qui s'appelle Le Joker, celui qu'on n'entendait pas, disponible sur YouTube. J'avais déjà 15 ans de combat dans les pattes, si tu veux, tu vois. Et les mecs, c'était un sport qui était inconnu, ils ont du mal à vendre. Donc, aujourd'hui, t'as des mecs qui payent littéralement, ils me donnent 200, 300 balles à un mec avec un Canon pour les suivre, pour faire un faux documentaire sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire, moi je le vois, je lis pas mal de livres de biographie, etc. Et je me rends compte que, en dehors de tous les milieux de sport même, que beaucoup de personnes font des biographies, des autobiographies, alors qu'elles en sont au début de leur carrière, ou que ça vient de commencer, et je me dis, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, attends d'avoir fait quelque chose. Après, tu parlais de passion, et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que, voilà, comme la muscu, c'est pour ça que ça se regroupe bien, mais comme le MMA a l'air d'être devenu facile d'accès, entre guillemets, car, entre guillemets, vraiment de loin, quoi, tout le monde se dit, ouais, moi aussi, je peux devenir. La dernière fois, j'avais un jeune qui parlait avec moi, qui me disait, ouais, moi, je vais aller m'entraîner sur Paris, la MMA Factory, je veux devenir pro UFC. Et le gamin, je lui dis, t'as déjà fait du combat, etc. Il avait 25 ou 26 ans. Ouais. Il me dit, non, mais je m'entraîne dans ma cave, je fais du shadowboxing. C'est ça? C'est ça. Et je lui dis, mais non, mais je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, tu sais bien, t'as y faire un tour et tout, mais il y a aucune chance, en fait. Je lui dis, il faut redescendre sur terre, tu peux peut-être aimer le truc. Et, en fait, il avait jamais fait de sport de combat, tu sais, juste du shadowboxing. Donc après, c'est une blague qu'on se fait entre nous maintenant, mais. C'est ça. Tu dis, mais en fait, t'as pas les pieds sur terre, tu te rends pas compte que là, il va falloir t'entraîner 10 ans au moins avant d'être vraiment très très bon. Alors, sauf exception, mais tu le saurais déjà si t'étais l'exception. Donc, tu ne demanderais pas des conseils muscu, ça irait tout seul, quoi.
Donc, Vous m'aidez ça, je vais parler de ça, mais juste avant, j'aimerais faire un petit truc, parce que j'ai pas envie de dire non plus, je veux pas envie de faire le vieux rincheux qui dit, ah non, les jeunes maintenant, mais attends, vous saviez pas, nous, à notre époque, on savait ce que c'était. Non. Je vais dire franchement, ça a toujours été comme ça, des vrais passionnés, il y en a toujours eu très peu, pardon, quelle que soit l'époque. Donc déjà, rien qu'à mon époque, moi, des vrais passionnés, des gens vraiment qui voulaient faire quelque chose, il y en avait déjà très peu. Les passionnés représentent des minorités, déjà d'une. Donc aujourd'hui, il y a toujours autant de passionnés qu'il y en avait à mon époque. Ils représentent toujours une minorité. Les vrais passionnés, je te parle. Après, il y a un grand pourcentage de personnes qui font semblant d'être passionnés, qui utilisent les médias pour se faire passer pour quelque chose qui ne le sont pas. Il est vrai, et ils représentent un certain pourcentage, mais j'ai envie de te dire que il y a autant de passionnés, il y en avait autant à mon époque qu'il y en a aujourd'hui. Et sans aucun doute, on ne parle sans aucun doute pas d'eux, parce qu'au lieu de faire des Instagram officiels, eh ben, ils sont en train de s'entraîner, ou ils sont en train de faire une activité, en train de peindre, en train de jouer, en train de faire des pièces de théâtre. Quoi que ce soit leur hobby, mais en tous les cas, il reste quand même un grand nombre de passionnés. Et justement, on les voit peut-être pas vraiment énormément sur Internet, ou en tous les cas, pas suffisamment, et donc on s'en aperçoit pas. En tous les cas, je pense qu'il y a autant de passionnés maintenant qu'il y en avait à l'époque. Ceci étant dit, je pense que oui, même là encore récemment, moi j'ai reçu un email d'un jeune homme qui dit alors ouais moi je veux vraiment devenir champion professionnel, j'ai envie de combattre, là j'ai un boulot mais j'en ai marre, je veux pouvoir m'entraîner un plein temps, de vraiment faire de ma façon. Et le mec il a jamais rien fait, il a jamais fait de MMA, il a jamais fait un combat, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont une idée complètement détachée de la réalité, ils s'aperçoivent pas que 90%, même 95% des combattants à l'UFC ont un taf. C'est-à-dire que c'est même pas, t'es à l'UFC, c'est yeah, tu peux faire ça un plein temps. Non, à part si t'as 20 piges et t'as rien d'autre à foutre. T'as 20 piges, t'as rien d'autre à faire. Allez, admettons que tu fais 10 000 $ par combat, tu fais 30 000 $ par an, tu vas payer les taxes, tu fais 15 000. Bon bah voilà, t'es dans une fighter house, tu peux plus ou moins survivre si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais ça va pas plus loin que ça, tu vois ce que je veux dire. 95% des combattants à l'UFC, ils ont un taf. Ils ont un taf. Donc il va falloir non seulement que tu jongles un taf, en même temps pouvoir t'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Et attention, si tu t'entraînes dans une grosse équipe, et on a pu voir récemment, il y a eu des problèmes, par exemple avec Donald Cerrone, avec son équipe, etc. C'est pas parce que tu travailles dans une équipe que les gens vont nécessairement s'occuper de toi. Même si tu as au moins 10, 15, 20 combats à l'UFC. Tu vois, il faut que tu payes les coachs. Tu vois, regarde, Donald Cerrone, il paye son coach quand il va au Jackson, en tous les cas quand il y allait, il payait son coach. Il paye le mec pour tenir les PAO. Et à un moment, le mec, il a plus de 20 combats à l'UFC. Le mec, il lui a fait, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon adversaire, là, mon prochain, il va venir commencer à s'entraîner dans notre équipe. C'est pas vraiment normal. Et le coach lui a fait, non, mais lui, il me paye et j'ai un pourcentage sur sa bourse, pas sur la tienne. Donc, je vais l'entraîner lui à la place. Tu veux dire? Non mais voilà, on en reste quand même à ce niveau-là. Donc les copains, faut pas vous dire que c'est parce que vous arrivez à l'UFC. Donald Cerrone quand même, il touche des bifetons quand même assez sévères. Il a plus d'une vingtaine de combats à l'UFC. Et même lui, hein, il paye ses coachs, il paye ceci, il paye cela. Donc quand toi t'es Jean Bernard, tu vas faire 5000 et 5000, il va falloir que tu payes tes coachs. Je t'explique tout de suite que ça va être plus qu'un investissement d'être là-bas. Moi quand j'ai combattu à l'UFC, c'était 3000 et 3000. C'est-à-dire que si je perdais mon combat, le combat m'aurait coûté de l'argent. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression, moi qui connais rien, que quand t'es à l'UFC, en fait, pour moi, t'avais ton contrat UFC, donc t'étais pro, ouais, entre guillemets, et donc t'étais payé par l'UFC, même si tu combattais pas, en fait, pour pouvoir t'entraîner et avoir ce rythme de vie, mais en fait, pas du tout, donc. Non, mais pas du tout. Tu sais, même moi, quand j'étais minot, quand j'allais faire de la boxe thaï, à chaque fois qu'il me montrait Rocky, c'est sûr, quand il y avait Rocky à la télé le week-end, le lundi soir à l'entraînement, t'avais au moins 20 nouveaux licenciés. Parce que voilà, ils étaient super motivés. Et là, c'est pareil, aussi que t'as Conor McGregor qui combat, tout le monde, je veux devenir ceci, je veux cela. Mais en fait, c'est imaginaire, tout ça, c'est dans leur tête, tu vois ce que je veux dire. Dès le départ, tu passes pas de zéro à héros comme ça du jour au lendemain. Déjà, va faire quelques coups, va prendre 2-3 coups de poing dans la gueule, et va t'apercevoir que, en fait, c'est pas pour toi. Tu vois. Et non, même si demain le MMA serait autorisé en France, ne crois pas qu'il va y avoir toute une ribambelle de nouveaux champions français. Non, parce que la discipline restera aussi dur. Alors il y a 2-3 plus d'opportunités, mais ça veut pas dire qu'on va avoir toute une ribambelle de combattants. Les mecs deviennent de plus en plus feignants. Là, j'étais à Paris là dernièrement, j'étais faire un tour Place Clichy pour avoir un copain. J'ai jamais vu autant de gras enfants de toute ma vie. Je veux dire, les mecs ont tous des gros culs, des machins et tout ce qu'ils veulent. Les mecs deviennent de plus en plus feignants. Les sportifs, je me rappelle, dans les années 80, 90, tous les mecs faisaient du sport. Avec maintenant, les mecs ils font plus le sport. C'est ce que je veux dire.
Ouais, non, mais moi j'ai l'impression aussi que pour exceller dans un domaine, en fait, comme on disait tout à l'heure, il faut la passion. En fait, c'est la passion qui t'emmène progressivement vers le haut niveau, en fait. C'est Ouais. pas toi qui décides d'y aller ou pas, même si à un moment, voilà, en fait, ça s'impose à un moment, tu te rends compte que voilà, t'es bon, et tu dis, bon, allez, j'y vais. Et alors que maintenant, on cherche, tiens, on cherche plus. On veut tout de suite le résultat, et sans avoir cette passion avant, et sans cette passion avant, je pense qu'en fait, on devient pas champion, quoi. Si t'aimes pas prendre de coups, comme tu dis, faites un test, etc., mais moi, j'aime pas prendre de coups, par exemple, donc, Ouais. mais voilà. Tu prends des coups et tu dis bon, t'en as qui vont dire ah putain tu m'en as mis un, qui vont avoir le défi, ils vont dire putain ouais moi j'aime ça, etc. Et d'autres qui vont dire ah non moi j'aime pas du tout. Et la plupart voilà, vont redescendre un peu sur terre. Euh, je voulais Après, revenir un peu. il y a plein d'autres options, justement. C'est pour ça que je dis que c'est, pourquoi pas. Et je voulais pas non plus être critique du jiu-jitsu. Je disais une réalité. J'ai rien contre le jiu-jitsu en tant que tel, en tant que style. Attention. Je dis simplement qu'il y a énormément de professeurs aujourd'hui qui littéralement donnent les ceintures pour des raisons économiques. Par rapport à ça, j'ai rien contre le jiu-jitsu non plus. Et le fait de dire que c'est plus facile que le MMA, c'est une réalité. J'essaie pas de critiquer non plus. Mais maintenant, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Tu fais du MMA, tu prends deux, trois coups, alors la lutte, tout ça, c'est difficile ou tu as quelques blessures. T'as envie de te lancer dans le jiu-jitsu parce que c'est une version compétitive un peu plus soft, mais qui reste quand même un challenge. Eh bien, pourquoi pas? C'est ce que je veux dire. Par contre, tu feras pas d'argent. C'est ce que je veux dire. Il y a ça aussi. Mais voilà, c'est une autre option. Si tu as envie vraiment d'être compétitif et te lancer, tu as d'autres options aussi. Tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai envie de dire aux gens, si tu as vraiment envie de faire de l'oseille et vraiment envie de réussir quelque chose, ne te lance pas dans le MMA. Le MMA, c'est au bout du jour. Va faire de la boxe anglaise. Va faire de la boxe anglaise très vite. Tu peux te départager beaucoup plus vite en boxe anglaise de nos jours que tu peux le faire en MMA. Et ça sera beaucoup moins compliqué parce qu'en MMA, il faut que tu apprennes trois disciplines. Il faut que tu aies un cardio de ouf. Tandis qu'en boxe anglaise, très très vite, tu peux monter et tu as juste un truc sur lequel te concentrer. Qu'est-ce que je veux dire? Non pas que je dis que c'est plus facile, mais en tous les cas, t'as pas besoin d'être talentueux dans trois disciplines si tu veux. Comment ça se fait qu'il y a plus d'argent en boxe anglaise? Plus d'argent, parce que c'est un peu différent en fait la structure. En fait aujourd'hui, regarde, on parle pas MMA, on parle UFC. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si t'es pas à l'UFC, tu fais pas du MMA pour beaucoup de gens. Tu vas se dire ah tu fais des combats amateurs en fait. Tu vois. En fait ça veut rien dire. T'as énormément d'organisations en Europe où t'as des tueurs à gages. Où l'UFC il leur donne pas. Si l'UFC vraiment il commence à ouvrir les portes, t'as tous les Ruskov tu sais que des Khabib t'en as 50 000. Hein. C'est pas le seul. Hein. Sauf que l'UFC c'est pas dans leur état d'esprit d'avoir tout un tas de barbus russes champions du monde si tu veux. Au niveau économique, l'UFC va vite partir en couille si tu veux. Tu vois, ils ont besoin plus de McGregor que de Khabib, tu vois. Mais des mecs comme ça là-bas, il y en a en dessous de chaque caillou. Hein. Faut pas rêver, tu vois ce que je veux dire. Donc pour en venir à ça, des combats durs, il y en a partout. Mais voilà, pour les gens, si t'es pas à l'UFC, ce que tu fais, c'est de l'amateurisme. Donc, et la marque de fabrique, c'est l'UFC en fait. Le seul qui a vraiment fait option à tout ça, c'est McGregor qui lui a créé sa propre marque avec sa propre attitude, etc. Mais en tous les cas, l'UFC, c'est la marque UFC qui marche. Tandis que quand t'es en boxe anglaise, tu sais jamais vraiment qui est le promoteur. Tu sais pas la promoteur, tu sais pas si, c'est là, c'est un événement et c'est le champion qui fait que tu vas aller voir. C'est ce que je veux dire. Donc, t'as plus de leverage, si tu veux dire. T'as plus de pouvoir. Ok. Tout à l'heure tu parlais justement d'entraînement quand tu voulais devenir champion, qu'à te mettre un peu au MMA, d'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Mmh. Toi, quand tu étais à ton top niveau, j'imagine que tu t'entraînais tous les jours en MMA. Ouais. Faut s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Moi, je m'entraînais 2 fois par jour, 5 fois par semaine, et le samedi, je faisais une fois, et je faisais sparring en boxe anglaise. Ok, donc en fait, faut s'entraîner. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, mais en fait, faut s'entraîner tout le temps, étant donné qu'il y a, comme tu dis, 3 disciplines. Ouais. Et à côté de ça, est-ce qu'il y avait de la musculation? Quelle est la place de la musculation dans le MMA? Parce que pareil, à un moment, on voyait donc quand il y a moins de contrôle antidopage des combattants avec des physiques assez incroyables. Ouais. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, ils ont des bons physiques, mais sans plus. Mmh. On voit que c'est des sportifs, mais ils font plus du tout bodybuilder, à part Romero, par exemple. Ouais. Est-ce que la musculation t'a aidé, par exemple, pour devenir champion de MMA? Alors, non seulement il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils s'entraînent dans 3 disciplines différentes techniquement, mais aussi chaque discipline demande une préparation physique complètement différente. Donc, tu te doutes bien qu'un lutteur va pas faire la même préparation physique qu'un boxeur, par exemple. Tandis que toi, vu qu'il faut que tu utilises tous ces styles, bah non seulement il faut que tu fasses ça, mais il faut en effet que tu fasses une préparation physique d'un boxeur, une préparation physique d'un grappleur, une préparation physique d'un lutteur. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Et en 2 sur 3, il faut pas se surentraîner. Et donc moi ce que j'avais compris, c'est que beaucoup de gens, alors il y a énormément de préparation physique, et je suis passé par là à un moment,
quand en fait, il y a un moment, je pense que c'était une erreur en fait. Je pense que tu cramais et en fait, quand il fallait vraiment faire du spécifique, tu étais déjà cramé par ta condition physique. Et maintenant, je le vois avec le recul en fait. Et en fait, il valait mieux faire des drills, en tous les cas des exercices physiques dans les choses spécifiques, comme en lutte par exemple. Moi, je me rappelle que mon avant-dernier, mon dernier combat à l'UFC, j'ai pratiquement pas fait de condition physique, mais par contre, je faisais que des drills. Tu vois, par exemple, je venais le matin, on faisait de la lutte, et j'avais 4-5 lutteurs qui me mettaient contre la cage, il fallait que j'arrive à me dégager, que j'arrive à sortir. Après, je me mettais dans des positions spécifiques, ou voilà. C'est vraiment du fractionné, si tu veux, un explosif, mais vraiment spécifique. Tu vois. Et je trouvais que ça m'avait vachement plus apporté que de faire des grosses sessions genre CrossFit, etc. Ok. Et bah ça m'étonne pas parce que Donc, je suis passé par différents caps, si tu veux. Alors, une autre chose aussi, moi, je me rappelle, c'est-à-dire que j'avais un ancien judoka de haut niveau qui s'entraînait à un moment avec moi et qui me disait, mais putain, ces Américains, ils savent pas ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que des fois, la condition physique, quel que soit ton poids ou si t'es en 3e semaine de préparation, en 6e, etc., si t'es pareil tout le monde soulevait les mêmes poids, c'était pas vraiment spécifique. Et lui, il disait, par rapport à l'INSEP, ça n'a rien à voir, il n'avait pas vraiment un suivi. Et donc, il avait raison. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une évolution. En 10 ans, maintenant, je me dis que l'INSEP est un peu derrière. J'en discutais avec des athlètes justement qui s'entraînent à l'INSEP et que beaucoup de gens n'ont pas vraiment évolué. Tu vois. Et maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de sports, toutes ces grosses sessions de conditions physiques, ils n'en font même plus, quoi. Et beaucoup de gens se concentrent de plus en plus sur le gainage, plus sur le gainage que la condition physique, en fait. ouais, mais ça je vois ça. C'est vrai que c'est la mode un peu de la proprioception, comme on va dire de manière professionnelle, mais c'est vrai que ça a l'air d'être plus à la mode actuellement. Donc toi, si tu revenais un peu dans le passé, en fait, tu ferais moins de muscu Ouais. en comparaison d'un travail spécifique. Après, oui et non, parce que moi, en fait, j'ai jamais vraiment été un athlète explosif de nature. Si tu veux, voilà, je suis un Babtou normal, si tu veux. Je suis un mec vraiment qui est pas dynamique, qui est pas explosif, qui est pas ceci, qui est pas cela. Tu vois, j'étais pas nécessairement fait pour être un athlète. Mais c'est vrai que faire des préparations physiques où je faisais des mouvements plus explosifs, plus dynamiques, où ça m'a forgé un peu plus de muscles, si tu veux, ça m'a quand même apporté quelque chose. Donc tout le monde est différent. C'est ce que je veux dire. Un mec comme Romero, par exemple, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de faire énormément de préparation physique, parce que le mec est déjà explosif, dynamique, il a énormément de muscles. Donc je pense que lui, tu vas le cramer plus qu'autre chose en fait. Que lui, il faut lui faire plus que faire du spécifique. C'est ce que je veux dire. Donc après, Ouais, c'est différent. Donc, je suis content d'avoir passé par là au début, pour au moins acquérir un peu d'explosivité, un peu plus de dynamisme, un peu plus de muscles, pour ensuite partir sur quelque chose de un peu plus spécifique. Donc je pense que tout dépend des personnes en fait. et bah justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Tout à l'heure, je parlais un peu de dopage avec les mecs qui avaient des physiques vraiment très très bodybuildés à une époque. Toi qui étais dans le milieu, est-ce que le dopage, du moins à ton époque, et ce que tu penses maintenant, est-ce que c'est vraiment très démocratisé? Ou est-ce qu'avec tous les contrôles, justement, les mecs font gaffe, prennent rien? Bah, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, je me souviens plus vraiment de ce que je savais qui ou pas, mais bon voilà, moi je me rappelle la première fois que j'étais aux États-Unis, je m'étais entraîné dans une équipe et il y avait ce qu'on appelle des fighter house. Donc pour les gens qui savent pas, c'est une grosse maison où il y a généralement 6 ou 7 chambres où tous les combattants restent et dorment tous ensemble au même endroit. Et donc j'étais en bas et il y avait un frigo et j'ouvre le frigo et là je vois des hormones de croissance. Tu vois, mais sur plusieurs niveaux. Et tous les mecs avaient leur propre hormone de croissance qu'ils utilisaient, tu vois, normalement quoi. Tu vois, c'est-à-dire tout le monde c'était même open, tu vois ce que je veux dire. Les mecs prenaient tout ça. Hein, bon. Alors après on était passé par la TRT aussi, donc beaucoup de mecs faisaient de la TRT. Donc pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est testostérone thérapie remplacement. Donc si tu as niveau de testostérone qui est assez lourd, tu peux aller voir ton toubib et ton toubib va te faire une référence et donc tu peux te faire injecter de la testo. Et donc c'est une façon légale de se faire de la testo en fait. Et donc beaucoup de gens faisaient ça, donc testo plus hormone de croissance. T'imagines bien que les mecs ils étaient assez buffs quand même à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire. Et ce qui était assez ironique d'ailleurs, il y avait un combattant canadien qui vivait là et qui s'envoyait des stéroïdes de lui-même du Canada. Donc quand il partait au Canada voir sa famille, il se renvoyait des stéroïdes lui-même aux États-Unis en poste. Et c'était le même mec d'ailleurs qui par la suite faisait des articles, grands articles de 2 pages dans les magazines spécialisés contre les stéroïdes, contre ceci, contre cela. Donc je trouvais ça assez ironique. Mais ouais, donc beaucoup de mecs se chargeaient en fait. Et en fait, les tests n'étaient pas pareils parce qu'en fait, c'était pas des tests sanguins, c'était des tests où tu pissais. Et donc quand tu testes où tu pisses, bah déjà l'hormone de croissance ça passe
Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tout ce qui est à côté, il faut savoir quand l'arrêter, quand le commencer, et les mecs, ils se faisaient suivre, si tu veux, tu vois. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait un trafiquant de drogue qui était assez connu sur la Californie, et qui était aussi un ancien combattant de MMA, avec pas énormément de succès, mais enfin, qui plaisait aussi aux jeunes filles, puis qu'il était assez beau gosse, et puis bon, trafiquant de drogue. Donc, euh, donc il avait un certain succès, on va dire. Et donc le jour qu'il est mort, est-ce qu'il a été retrouvé mort, apparemment suicidé dans sa chambre? Bon, il y a eu d'autres histoires à côté. Ah, ils ont tous les changé, tous les filles, ils ont changé parce qu'en fait, il s'avère qu'il était le dealer officiel de la grande majorité des combattants de MMA. Donc rien déjà qu'après la mort de ce dealer-là, beaucoup de mecs ont changé. Beaucoup de mecs ont changé de poids, changé de catégorie et même changé de physique pour certains. Mais tout ça pour dire que maintenant, de nos jours, ouais, alors les mecs, ils essaient de quand même passer au travers des grilles, mais ils arrivent quand même à se faire choper ici et là. Alors après, oui, non, c'était dans les protéines, c'était dans les machins, c'était dans ma piste de chat. Ils essaient toujours de trouver. Tu sais, aux États-Unis, c'est pas quand t'es coupable ou pas coupable. Si t'as assez d'argent pour acheter des bons avocats, tu peux toujours t'y retrouver plus ou moins bien. C'est ce que je veux dire. Ben, on a vu là l'histoire un peu avec John Jones, justement, qui a été blanchi, comme quoi ça aurait été dans un complément qu'il aurait pris, etc. Donc, de ton expérience, toi, c'est plus en fait les magouilles et compagnie. En fait, c'est vrai que pour écouter pas mal de podcasts encore une fois sur le sujet, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se font prendre et à chaque fois ils embauchent des gens pour les défendre et comme par hasard, ça vient c'est dans les compléments ou Ou alors dans les pilules, parce qu'à un moment t'avais pas bandé, donc t'as pris deux trois pilules, machin, un truc. Donc il y a toujours un espèce de délire. Mais c'est ça, si tu payes suffisamment un avocat. Et généralement ceux qui se font virer, quand ils se font pécho, ils se font virer, c'est ceux qui n'ont pas l'argent de se payer ces gros avocats. Mais si toi de ton côté t'as de quoi un avocat, te payer un bon avocat, le même avocat va faire une recherche, il va aller voir des docteurs, des machins, des trucs, il fait bon voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire croire qu'il a pris ceci? Et l'autre, il va dire, ah, c'est dans ci, c'est dans ça. Là, il y a un niveau de supplément de ci. S'il mélange avec ça, ça peut faire croire que machin. Et voilà, l'autre, il a son dossier, il amène ça au truc et c'est passé. Attends, si les mecs commencent à mettre de la testo ou alors des produits de stéroïdes dans les protéines, il faut me dire où c'est, parce que les mecs, ils vont vendre tout le stock du jour au lendemain, si tu veux. Hein. Vas-y, t'as même pas besoin de te piquer ou de prendre des trucs ou ce soit, tout ce qu'elle a besoin, c'est prendre de la prod. Non seulement t'as de la BCA, t'as de la créatine, et en plus t'as des stéroïdes dedans. Ouais, les mecs vont devenir millionnaires demain. Hein. c'est vrai, les mecs deviennent millionnaires et puis disparaissent après, comme ça, c'est bon. Ça me fait rebondir sur l'alimentation, justement. Est-ce que, pareil, moi j'ai que la vision extérieure, en fait, de tout ça. J'ai l'impression que les mecs, quand ils préparent des combats, ils embauchent toujours un nutritionniste, ils sont hyper sérieux sur leur alimentation, etc. Tout est pesé, on leur prépare des repas, etc. Est-ce que c'est le cas pour la plupart? Et est-ce que hors saison aussi, les mecs sont assez rigoureux ou pas du tout? Et encore une fois, on parle de la crème de la crème. Là, quand je te dis, je te parle des mecs qui ont des avocats qui peuvent les sortir de n'importe quelle situation. Ça, c'est peut-être 5 à 10 personnes à l'UFC qui peuvent se permettre ça. Les 350 autres combattants derrière, ils se font choper, c'est terminé l'histoire. Donc là, c'est pareil. Il y a combien de mecs qui peuvent se payer un nutritionniste? Allez, peut-être 10, 15, 20 grand maximum. La plupart, ils peuvent pas. C'est pas possible. Ils ont pas l'oseille pour faire ça. C'est ce que je veux dire. Alors, ils essayent d'avoir des informations ici sur la net, le machin, le truc. Après, tu sais, les États-Unis, c'est un peu le pays de la malbouffe. Tu vas dans n'importe quelle rue, putain, ça sent les hamburgers, ça sent les tacos, ça sent les machins, tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours cette odeur de bouffe un peu n'importe où. Donc, c'est assez facile de bouffer de la merde, si tu veux, aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent se réduire au lieu de dire, bon, bah, je le fais moi-même, je paye un mec qui le fait, qui me prépare mes repas, qui sont, voilà, assez goûtus, d'après ce que ça a l'air, en tous les cas. Mais quand tu regardes, en fait, c'est même pas des repas de ouf qu'ils leur font, tu vois. C'est pas super strict comme un bodybuilder, tu vois. Ils mettent quand même un peu de sauce dedans, un peu de ceci, un peu de cela, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus pour avoir une espèce d'assurance, une structure, de pas se prendre la tête, de se dire, bon, quand je vais rentrer de l'entraînement, ma bouffe sera prête, j'aurai juste à la bouffer, à aller me coucher, puis c'est marrant. Je veux dire. Toi, quand t'étais à haut niveau, justement, est-ce que ton alimentation était très stricte Moi, j'ai toujours trouvé ça, moi, quand je le fais à 100%, tu vois, tout ce que je fais. Donc pour moi, quand je me dis allez hop, je fais ça, c'est parti. C'est vraiment difficile de me faire retirer, de me faire tourner la tête. Je fais un blocage sur tout le reste. Donc, pour moi, c'était assez facile. Après, quand je suis descendu à 70 kilos, je pensais avoir l'aide. Je m'étais entraîné dans l'équipe de Joe Stevenson et je pensais avoir l'aide d'entre eux parce que Joe Stevenson hors compétition était énorme. Moi, je me rappelle de lui, de l'avoir fui à plus de 90 kilos dans l'Ultimate Fighter, qu'en fait, à la fin de carrière, et je crois qu'il a même combattu à 65. Je veux dire, donc je me suis dit, les mecs, ils vont pouvoir m'aider. Mais en fait, leur secret était à base d'hormones de croissance, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Ah, merde. Non, mais c'est ça. Je regarde son régime, lui, alimentaire, de quand il avait, je regarde, je vois des chipoletta, des machins, mais je fais, c'est quoi ce délire? Moi, je bouge ça, je vais prendre 10 kilos, je vais pas perdre 10 kilos. C'est pas possible. Tu vois? Donc, je me suis fait tout seul. Donc, j'ai commencé à faire un régime assez strict, tu vois, poisson, poulet, machin, pas de sauce, rien, tout bouilli, légumes, etc. Et j'ai perdu pas mal de poids. Mais bon, vers la fin, si je perdais plus, je me restreignais, si ça veut dire quoi que ce soit, de plus en plus, quoi. Mais en fait, j'ai fait, je crois que je me suis sous-alimenté, en fait. Vachement sous-alimenté. Vu que je l'ai fait tout seul et je savais pas trop comment le faire, j'ai quand même perdu le poids. Je suis parti de 90 kilos à 70 kilos, tu vois. Mais vers la fin, tu vois ce que je veux dire, j'avais mal aux dents quand même. Tu vois ce que je veux dire, je bouffais un bout de poulet, je prenais 5 kilos, tu vois. Tu vois. Tu faisais tous les trucs comme on voit, des saunas, te mettre dans des bains chauds, etc. pour perdre encore plus Bah, avant en la fait, pesée. j'ai descendu à 70 kilos, je voulais pas faire ça parce que je voulais justement descendre le plus près possible de mon poids pour pas avoir à faire ça. Et je l'ai pas fait en fait, j'ai juste fait un petit cardio la veille et je suis descendu à 60 kilos. Mais quand je combattais à 77, moi je suis pas fan du sauna en fait. J'ai du mal vraiment à suer dans le sauna, ça me donne mal à la tête. Donc je suis pas vraiment. Moi je faisais du cardio en fait. Je me fais ce qu'on appelle un sweatsuit, tu vois, dans l'espèce de kawaii. Et je faisais du footing, etc. Mais voilà, c'était à base de régime d'eau, tu vois, donc je buvais je sais plus combien de litres de flotte, de l'eau distillée, parce que comme ça, l'eau distillée, ça passe à travers ton corps beaucoup plus facilement. Donc tu faisais ça pendant 2, 3 jours, donc tu pisses constamment, t'arrêtes pas de pisser, vu que t'arrêtes pas de boire de l'eau, et puis à un moment, boum, t'arrêtes. Et là, ton corps, il continue à pisser, et puis il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là, tu bois plus. Mais bon, dès que ton corps, il réalise ce qui s'est passé, t'as déjà perdu au moins 5 ou 6 kilos, tu vois, rien que en pisse comme ça. Après, je faisais un petit cardio, un truc comme ça la veille, ou alors je faisais un bain chaud, et je restais bien, tu vois, je dormais avec un sweat, etc. Et généralement, le jour même, j'avais plus que 2 kilos à perdre, une connerie, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que t'as vu le documentaire qui est passé sur Canal+, Combattant? Non, j'ai pas vu. Je sais que Ok, c'est Julien qui l'a fait, je connais Julien, mais je l'ai pas regardé. ok, bah c'est pour savoir un peu, parce que j'ai regardé justement, et dedans on voit un des frères Lapillus qui justement, Ouais, lui, se met dans un bain chaud, se ouais. met sous une couverture tout habillé pour transpirer, etc. Voilà, Mais les poser. Lapillus, je sais qu'il y a les Lapillus dedans, il y a Karl, etc. Mais tous ces gars-là perdaient pas énormément de poids, en fait. Ils perdent du poids, attention. Je crois peut-être, allez, je les connais pas, hein, je vais pas dire une connerie, mais je pense que ça va plus loin, pas plus loin que 5 à 6 kilos, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Donc, parce qu'ils ont jamais vraiment été hors poids, ces gars-là. Tu vois, ils combattaient vraiment très proche, comme la grande majorité des Français d'ailleurs. La grande majorité des Français, vu que c'est pas dans notre culture, la grande majorité d'entre eux perdent entre 3, 4, 5, 6 kilos, mais ça va pas très rarement beaucoup plus au-dessus de ça. Par rapport aux ricains qui, eux, perdent le minimum, c'est 10 kilos. Entre 10 et 20 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, tu vois, cette mode de cutting, justement, je me souviens pareil à mes débuts en coach, etc. J'avais pas mal de mecs qui faisaient du combat qui me disaient ouais, moi je veux perdre, je sais pas, 5 kilos en 2 semaines. T'as des trucs vraiment hyper rapides. Je leur dis non mais ça sur le long terme, ça va pas marcher en fait. Vraiment, c'est très progressif. Et toi qui as fait pas mal de cutting, justement, t'es passé donc de 88 à 70 kilos. Ouais. Euh, est-ce que tu as un avis particulier sur le cutting? Moi, j'ai l'impression que c'est hyper dangereux ce truc-là. Je vois les mecs, des fois, qui finissent à l'hosto, on les voit, putain, ils ont l'air crevés. On est loin, en fait, vraiment d'être au top de ses possibilités. J'ai l'impression à la fin, quand on est dans la cage, quoi. Après, ça dépend des gens. Après, tu m'as dit, c'est quoi le mec qui t'a dit 5 kilos en 2 semaines? Ça, c'est assez facile. Tu fais caca, tu fais 2, 3 trucs, c'est bon, tu les as perdus, les 5 kilos, tu vois. C'est rien du tout, ça. Mais pour en revenir à ça, après, ça dépend de plein de choses. Alors, il y a des gens qui sont dans des catégories bâtardes, où ils sont pas assez lourds pour être dans une catégorie 3, 4 kilos en dessous, mais ils sont trop lourds. En tous les cas, ils ont des os, une corpulence trop lourde pour pouvoir vraiment descendre en pas. Donc, ils sont un peu emmerdés, si tu veux. Donc, soit tu combats des mecs plus lourds, mais qui vont faire 10 centimètres de plus que toi, ils vont avoir une allonge, ils vont avoir plus de puissance, parce que tu vois vraiment la différence, hein. Quand tu regardes les combats entre les mecs de 77 et de 85 kilos, t'as vu quand même, c'est pas les mêmes morceaux, hein. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a les catégories de poids dans le MMA sont vraiment larges. Tu vois, t'as 7 kilos quand même. 7 kilos, c'est énorme. 7 kilos, c'est énorme. Donc, euh, donc voilà, il y en a, ils sont obligés de se tirer sur la gueule, vraiment, pour pouvoir descendre une catégorie qui ne leur est pas confortable. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal. Après, il y a certains aussi qui ont des problèmes de kidneys. Tu vois, comment tu dis les kidneys en français? C'est les reins, le Les foie. reins, ouais, les reins. Parce qu'ils ont peut-être fait aussi, ils ont peut-être pris des produits dans le passé. Alors peut-être qu'avant ils avaient fait du bodybuilding ou je ne sais quoi, mais en tout cas peut-être ils ont fait 2, 3 merdes qui fait que ils ont déjà des anomalies à ce niveau-là. Et quand tu perds du poids, c'est là que tu souffres, hein, mon copain. Attention, t'as mal au bide. Hein. Donc il y a aussi ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses. C'est pas nécessairement pour seulement un avantage, parce que ça sera pas un avantage pour toi si t'es un frappeur.
Si t'es un frappeur, ça sera pas un avantage d'être plus lourd. Bien au contraire, tes bras vont se fatiguer. Par contre, si t'es un grappleur, un lutteur, avoir plus de puissance, être plus lourd, ça va bien sûr être dans ton avantage. Tu regardes Khabib, hein, moi je suis sûr que Khabib hors saison, il fait dans les 90 kilos. Que tu le regardes hors saison, il a des grosses joues quand même, il est bien large. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas un mec qui est vachement voluptueux, qui a des vraiment gros muscles comme un bodybuilder ou un fitness model. Mais tu vois quand même, c'est un mec qui fait lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ses cuisses, il a un gros cul, il fait vraiment lutteur, tu vois, russe, tu vois, qui fait vraiment lourd. Et je suis sûr que hors saison, il fait 90 kilos. C'est pour ça qu'il a loupé le poids à plusieurs reprises. Tout à l'heure, on parlait justement de vivre en tant que combattant pro, etc. Et on n'a pas parlé du sponsoring. Est-ce que il y a des moyens quand on veut être combattant, quand on a un bon niveau, etc., de pouvoir, parce que là on parlait des primes de combat qui sont a priori quand t'es pas vraiment un champion assez faibles. Est-ce que des sponsors peuvent, si on n'est pas dans les 5 meilleurs ou les 10 meilleurs mondiaux, vraiment nous sponsoriser financièrement? Ah, bon, un dernier point sur le cutting, je vais rapidement. Il y a aussi eu un effet de mode. C'est-à-dire que beaucoup de gens, tu sais, ils aiment la fighter lifestyle. Essayer de se montrer un peu comme les ricains, on en parlait auparavant, réseaux sociaux, machin, des coups, des conneries. Et donc, ils veulent faire un peu comme les ricains. Ah ouais, là, il faut que je perde 10 kilos. Comme si c'est déjà, tu vois, un peu à l'américaine, tu vois, déjà pour impressionner un peu les gens à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait aussi cet état d'esprit-là sur certaines personnes. Voilà, ils voulaient faire un peu comme les ricains, perdre beaucoup de poids, qu'en fait, ça leur avantageait pas nécessairement. Ça, c'était un point aussi que je voulais dire. Après, on passe à deux. Le sponsoring, bah, écoute, ça a beaucoup changé. Tu sais, avant, l'UFC, on pouvait sponsoriser un peu partout et n'importe quoi. Moi, j'ai été sponsorisé par Tapaout, bien sûr, qui était connu à l'époque, mais aussi Echo, qui est une marque américaine, plus branchée dans le hip-hop, etc. J'ai été sponsorisé par des gens contract killers, qui font du paintball, etc. Donc, un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, les choses ont changé. Tout le monde est sponsorisé par Reebok et tout le monde s'en plaint parce que ça a à voir avec le nombre de combats, etc. et non pas nécessairement avec ta valeur en tant que telle. Donc ça, c'est l'une des choses. Après, il y a aussi en dehors de l'UFC. Donc en dehors de l'UFC, c'est dur d'avoir des sponsors parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, pas nécessairement les athlètes et les gens qui vont suer, mais dans les réseaux sociaux, si tu veux. Ta voisine de Valier qui a un gros cul et qui fait des squats en leggings, elle va sans aucun doute avoir plus de sponsors que toi si elle a 1 million de followers. Même si toi, voilà, t'es le futur de la boxe, le futur, parce que c'est un peu dans l'ère du temps. Tu vois. Moi, quand je suis sorti, heureusement, il n'y avait pas encore tous ces gros trucs. Et moi, j'avais démarché vers des gens qui sponsorisaient pas nécessairement des combattants. Moi, je me rappelle, mon premier sponsor, c'était Ed Hardy. Donc, pour les jeunes qui connaissent pas, Ed Hardy, c'était une marque un peu flamby. Il y a ça quelques années, qui avait été créée par un Français qui était parti à Los Angeles. Avec du recul, c'était relativement moche. Mais beaucoup de stars le mettaient, c'était très très cher. Et puis après, très vite, c'est devenu ringard parce que les gens de la télé-réalité ont commencé à les mettre. Ils ont fait, ah non, mais c'est nul ça en fait. Mais bref, moi j'étais sponsorisé par eux, et ils sponsorisaient aucun combattant de MMA si tu veux. J'étais sponsorisé par une marque de jeans. J'avais démarché Bullrot quand il y avait un mec qui avait acheté la licence MMA et donc j'étais un des premiers. Donc voilà, moi j'ai toujours démarché les gens. Et c'était dans ma démarche, donc je faisais un dossier, voilà, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, mon parcours sportif, pourquoi pas leur mettre un DVD avec quelques combats documentaires, etc. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible ça. En tous les cas, c'est plus difficile parce que t'as tous les gens qui ont pris le marché sur les réseaux sociaux. Tu vois, t'as n'importe quel Gugus qui s'est acheté 250 000 faux followers. Les gens préféreront sponsoriser ce gars-là qu'un vrai athlète. Ça paraît ridicule. Mais c'est comme ça. J'ai des amis qui travaillent dans le métier de l'audiovisuel, qui font des vidéos parfois pour les grosses entreprises. Donc je te parle de Red Bull, Nike, etc. Et dans les grosses réunions d'entreprise, ils ne parlent que de ça. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Ils sont omnibulés par ça. Et donc c'est leur objectif principal. Donc j'ai envie de dire aux jeunes athlètes, donc combattants de MMA ou alors voire Jiu-Jitsu ou quoi que ce soit, ne voyez pas les grosses marques. Allez voir les concessionnaires auto locaux, régionaux. Allez voir les petits business d'assurance locales et demandez-leur à eux, hey, est-ce que vous voulez sponsoriser un athlète de niveau? Faites un dossier avec des belles photos, des machins. Et eux, ils auront peut-être plus envie de vous sponsoriser et vous donner de l'oseille au lieu d'un code promo de merde qui sert à rien. Donc, voyez pas trop les mecs. Allez voir des petits business et vous aurez plus de chances de les avoir, eux, vont vous sponsoriser que les grosses marques. Alors, ça demande un peu plus de travail, mais maintenant, il faut savoir si on veut vraiment avoir quelque chose ou pas. Est-ce que tu te souviens combien ça te rapportait au total, tous tes sponsors à l'époque? Je faisais entre 15 et 30 000 par combat. Ok, donc franc.
Hein, 15 et 30 000, et puis bon, les grosses marques, Tap Out, etc., ils disent, hey, tu passes à la warehouse, même pas au magasin, hein. Fait que tu passes à la warehouse quand tu veux, tu prends autant de cartons de ce que tu veux, voilà, c'était open bar si tu veux, tu vois. Ok, donc aujourd'hui, concrètement, je reste un peu le bilan, mais si tu veux devenir champion de MMA, ça me paraît quand même très compliqué. Ah bah c'est super compliqué, mais ça l'a toujours été en même temps. Mais maintenant, t'as beaucoup plus de gyms, t'as beaucoup plus de clubs, t'as beaucoup de gens qui vont te promettre monter merveille. Mais j'ai envie de te dire déjà dès le départ, c'est ce que je dis aux jeunes hommes. Je dis bon, je veux devenir combattant, je veux que tu sois mon proche. Mais écoute, déjà, j'ai un peu court. Et puis on n'est pas dans Karate Kid. C'est-à-dire, je vais pas venir chez moi. Tu vas dormir dans ma chambre d'amis. Je vais t'entraîner tous les jours. Et puis tu vas devenir champion parce que dès le départ, tu m'as pas démontré que tu avais ses capacités, parce que t'as même pas fait de combat, t'as même pas fait d'entraînement, t'as rien montré. Et puis surtout, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire, c'est que faut que tu te démerdes tout seul toi-même, comme on l'a tous fait. Donc faut que tu fasses, voilà. Maintenant, il y a plein de clubs en France. T'as même pas besoin. Les gens parlent de Paris. Tu disais que les gens parlent de Paris, mais hey, à Bordeaux, t'as les frères Fernandez et ils peuvent t'emmener à un très bon niveau. À Avignon, t'as les frères Chiavo, ils peuvent t'emmener à un très bon niveau. Et même là, en Belgique, j'ai vu des clubs qui étaient même pas connus. Ils avaient des combattants mais super bons. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux trouver il faut faire des recherches, il faut être là à droite à gauche, mais déjà tu peux acquérir des bonnes bases, déjà être bon, faire plusieurs combats à un bon niveau en restant dans des clubs régionaux. Je veux dire, là il y a des mecs qui sont venus, je te dis, de Bordeaux, ils sont venus combattre à Mons, qui est une petite ville de Belgique, et c'est un super événement qui s'appelle l'European Meat Dance, super clean, on dirait un mini UFC, tu vois. Et donc, tu fais 4-5 combats là-bas, tu gagnes la ceinture, tu envoies ça à l'UFC, là ils vont dire, ah ouais d'accord, tu vois, c'est un bel événement, ça fait professionnel, tu vois ce que je veux dire. Et t'as pas besoin de t'entraîner à Paris pour ça. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça, parce que quand on avait fait justement des compètes de culturisme et tout, moi j'étais justement très déçu de l'organisation. Moi je croyais que ça allait être Olympia en fait quand je me préparais. Et là, t'as bien vendu ton European Beatdown, c'est vrai que ça, pour le combattant, je me dis, ça lui donnait envie de faire un mini UFC. Mais encore une fois, je pense que pour arriver à l'European Beatdown, il faut déjà avoir un sacré niveau. Tu peux pas y arriver en un an. Mais non, les débuts de soirée, mec, c'est des mecs qui ont 0 combat, 1 combat, 2 combats, et ils combattent quand même dans un événement comme ça de valeur, tu vois. Ok. Et je te dis, leur bien parce que je bosse avec eux, et puis voilà, c'est des Belges, moi j'aime bien les Belges. Mais en même temps, t'en as un autre en Suisse qui s'appelle le SH quelque chose, qui est apparemment aussi un bel événement. Donc t'en as partout des événements, t'en as en Suisse, t'en as plusieurs d'ailleurs en Belgique. Donc il n'y a pas que celui-là, mais en tous les cas maintenant c'est fini. L'événement comme nous on faisait à l'époque, t'avais un ring, t'avais 200 personnes, t'avais des mecs accoudés au ring en train de boire des pintes et fumer des clubs, qui te gueulaient dessus comme je sais pas quoi. Non, cette histoire c'est fini. T'as plein de bons petits shows. Alors tu seras pas payé des millions, mais en même temps, même quand tu vas arriver à l'UFC, tu seras pas payé des millions quand même. Il faut passer quand même par un certain cap. Mais en tous les cas, si t'as un certain talent, tu peux arriver à l'UFC dans 3, 4, 5 ans. Ce qui est quand même très peu en fait quand tu réfléchis. Oui, ce qui est pas grand chose. Tout à l'heure, en antenne, on parlait justement de si c'était à refaire. Est-ce que pour un jeune là qui nous écoute ou quelqu'un qui voudrait se lancer, etc., est-ce que tu referais ce parcours-là? Si demain, C'est difficile parce que les arts martiaux, les sports de combat, mes victoires, mes défaites, les voyages à travers le monde m'ont forgé qui je suis aujourd'hui. Donc si j'aurais pas fait ça, si j'aurais pas fait ça, je serais peut-être une autre personne. Je serais peut-être une personne encore plus aigrie, je serais peut-être encore plus con que je ne le suis, même si je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, je serais une personne différente. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça m'a forgé en tant que tel. C'est-à-dire j'ai une certaine confiance en moi aujourd'hui parce que je suis passé par plein d'optiques dans ma vie qui font que. Mais c'est vrai, en y réfléchissant, si j'aurais mis toute cette énergie dans autre chose, je serais sans doute beaucoup plus riche et j'aurais beaucoup plus de succès. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute. Alors, c'est vrai qu'on est dans l'euphorie du truc, c'est bien parce que bon, voilà, t'es macho, t'es alpha male, tu veux vraiment te castagner avec des mecs. Oui, d'ailleurs, je viens de répéter qu'un alpha male, c'est ça un alpha male. C'est pas un mec qui fait des selfies en slobber, en s'en étant bien rasé et qui s'épile les sourcils. Ça, c'est pas un alpha male. Donc, arrêtez les fitness modèles avec votre alpha male à la con. Bref. Donc, ouais, tout ça, c'était marrant quand même, mais maintenant, voilà, tu prends ta retraite, là, ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai arrêté de combattre, mais plus personne n'en a rien à foutre, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, t'as quand même des jeunes qui ont un certain respect, etc. Mais là, tu vois, je fais les commentaires à un événement, il y a de ça 5 ans, les gens venaient tous voir, hey Jess, tu peux pas faire une photo? Tandis qu'aujourd'hui, t'as des gens qui viennent me voir, tiens, tu peux pas prendre moi l'appareil et prendre une photo de moi avec lui? Tu vois ce que je veux dire? T'as changé de bord, si tu veux. Tu vois? Donc la gloire, ne crois pas que le jour où tu vas prendre ta retraite, les gens vont
la gloire va rester, les gens vont croire que t'es... Non, non, tout ça, ça part. Regarde, en boxe anglaise, t'as eu des centaines et des centaines de champions du monde et des centaines de combattants avec énormément de talent. Les seuls qu'on parle constamment, c'est Mike Tyson et Mohamed Ali. Pour X raisons, parce qu'ils font partie tu vois, du média mainstream, tu vois ce que je veux dire. Ils sont passés par un moment politique, qu'il soit, ou alors médiatique, qui fait qu'on se rappelle d'eux. Mais est-ce que c'était vraiment les meilleurs boxeurs? C'est encore à vérifier, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, les jeunes, tu leur parles de Sugar Ray Leonard, ils savent pas qui c'est. Tu vois ce que je veux dire. Roberto Duran, ils savent pas qui c'est. Tu vois ce que je veux dire. Marvin Hagler, ils savent pas qui c'est. Et encore, ça, c'est des mecs connus, tu vois ce que je veux dire. Donc, t'as aucun contrôle de ce que les gens vont se souvenir de toi. Tu vois, quand même, Roberto Duran était un super combattant, vraiment dur au mal, etc. Et quand tu parles de boxeur, ou il y a des gens qui connaissent un peu la boxe, Roberto Duran, la première chose qui leur vient en tête, c'est Nomas, le jour où il a abandonné face à Sugar Ray Leonard. Même si par la suite, après ça, elle a gagné des ceintures de champion du monde dans des catégories différentes, mais les seules choses que les gens se rappellent de lui, c'est le jour où il a abandonné un combat. Tous les autres 50 combats qu'il a gagnés où il a défoncé des mecs, les mecs ils se souviennent plus de ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu n'as aucun contrôle sur ça. Donc ne crois pas que parce que tu vas combattre, parce que tu vas gagner, parce que tu vas faire un peu d'oseille, que tout ça va rester, les jours vont toujours te respecter par la suite. Non, le jour que tu arrêtes de combattre, tu perds tous tes pouvoirs de super-héros et plus personne n'en arrête plus rien à branler. Donc si t'as pas vraiment fait de l'oseille durant ce temps-là, ça a un peu servi à rien, si tu veux. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'en veux pas à McGregor d'être qui il est, parce que lui, au bout du compte, il va faire de l'oseille. Et lui, au bout du compte, il va vraiment vivre copieusement. Tu vois ce que je veux dire? Bah justement, est-ce que tu veux parler un peu du combat qu'il y a eu, vu que c'est l'actualité, qu'à l'actualité un petit moment, mais de Khabib Conor, justement. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, t'en avais parlé un petit peu, donc il y a vraiment rien à redire. Tout le monde en a parlé, reparlé, etc. Voilà. Moi, le combat n'était pas vraiment surpris. J'avais un peu dit à tout le monde comment ça allait plus ou moins se passer. Que voilà, Conor, oui, il a mis des mecs KO, mais des mecs qui sont venus vraiment donc José Aldo qui a fait une erreur. Moi, je connais des gens qui sortaient avec José Aldo. En fait, le game plan de José Aldo était d'amener Conor au sol. Mais le mec était tellement vénère qu'il avait vraiment envie de lui mettre une droite. Il lui a sauté dessus, la tête la première, et Conor a fait « Oh, merci !» Boum, c'est terminé. Et puis pour Alvarez, pareil, tu vois qu'il était pas vraiment sûr de lui, et puis voilà, il est rentré sur un coup de poing. Dans tous les cas, ces deux-là avaient un style assez similaire, ils restaient quand même assez droits sur une ligne, et rentraient dans où Conor les attendait en fait. Tandis que Conor, lui, Khabib, pardon, il balance des marmites comme les Russes et comme les lutteurs en fait. C'est-à-dire qu'il se penche vastement sur le côté, et c'est pas tant des droites, c'est plus des overhand right. Tu vois, et c'est vraiment difficile de contrer quelqu'un quand il te donne un coup de poing comme ça, parce que sa tête part d'un côté et le poing arrive de l'autre, si tu veux, tu vois. Et derrière, boum, il va venir te chercher les jambes. Donc, est-ce que tu contres, est-ce que tu arrêtes l'amener au sol? C'est assez compliqué, tu vois. Mais bref, là, je reste un petit peu un peu technique. Dans tous les cas, moi, j'étais pas vraiment surpris du résultat. J'étais surpris que, bon, pendant le deuxième et troisième round, il était un peu sur la défaite dès le départ. Hein. Désolé copain, c'était juste pour rigoler les copains. Donc dès le départ quand il dit ça, tu sais que l'histoire elle était finie. Après ce qui s'est passé par la suite, bon bah Dylan qui est un trou du cul, qui lui fait que du buzz, c'est vraiment le troll de base. Il lui a dit deux trois conneries, il lui a même pas sauté dessus, il a même pas touché, il a sauté juste à côté. Voilà, il y a eu un peu de bagarre sur les côtés. Bon, rien d'extraordinaire si tu veux. Ce genre de truc qui est déjà arrivé avant. Les médias s'en sont emparés, ont fait tout un buzz autour. Mais bon, voilà, les gens ont déjà oublié, on est déjà passé sur autre chose, tu vois. bah, moi j'ai un peu de mal en fait, c'est plus avec Dana White qui cautionne un peu tout le trash talking de Conor qui va peut-être un peu loin. Après ça fait partie du jeu aussi, hein, pour vendre le combat, etc. Mais bah, c'est ça, le mec il se plaint que Conor a balancé une chaise dans le bus, mais il utilise les images pour faire la promo. Tu vois, on en discutait justement, et même on en discutait avec Scott Adkins. Scott Adkins disait de toute façon ils vont utiliser une image. Et ce que j'avais dit à Scott, j'ai fait je te parie ce que tu veux dans la promo du prochain combat. Juste après que c'est arrivé, je te parie dans la prochaine promo du combat, ils utiliseront ces images. Et ça a pas loupé, c'est du show business. Après, ce que Khabib a fait, c'est pas pire ce que Conor a fait maintes et maintes fois. Voilà, s'ils veulent pas vraiment de débordement, il faut qu'ils arrêtent à un moment ou à un autre. Ils disent, les copains, c'est fini là. On peut plus faire ça et puis vraiment pénaliser les gens. Mais en fait, ça fait du buzz et puis ça fait parler tout le monde. Et puis encore une fois, on a déjà oublié, on est déjà passé à autre chose. ouais, bon, en fait, on se rend bien compte là de l'aspect un peu vraiment business de l'UFC. Tu sais, quand t'es extérieur à tout ça, tu te dis ah bah c'est une fédération, c'est le respect, c'est les arts martiaux quoi. Et en fait, tu te rends compte avec ces événements, avec des
petits débordements comme ça, qu'en fait c'est vraiment un business, quoi. Que le Dana White, pour moi, joue vraiment le jeu, est vraiment un mauvais acteur. Bien sûr, mais c'est du business, mais le Dana White veut faire croire qu'à un moment c'est sportif quand ça l'arrange et que c'est du business quand on a un autre. Regarde, t'imagines que Connor il a gardé ses deux ceintures pour maintes et maintes fois, enfin pendant très longtemps, sans même les avoir défendues aucune des deux, tu vois. Que là il fait un comeback tout de suite, il a un title shot. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Georges Saint-Pierre quand il veut combattre, il fait ah non mais Georges Saint-Pierre lui il faut qu'il batte un top 5 parce qu'il sait très bien que Georges Saint-Pierre, le jour qui va arriver, il va déboîter l'autre qui va prendre la ceinture et faire merci les copains, je prends ma retraite. Et l'autre il va être vénère parce qu'il va pas pouvoir récupérer un copec là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc tout ça c'est du business. Ouais, mais je suis assez d'accord, mais c'est vrai que là, c'était particulièrement frappant pour ceux qui sont à l'extérieur de voir le truc, de se dire, ah, putain, mais en fait, on nous prend vraiment pour des cons, quoi. Tout était bien Non mais voilà. programmé presque. Mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Je te dis, même si tu veux vraiment être vraiment un peu coriace, moi j'ai toujours été fan de Mike Tyson, mais si tu regardes vraiment, il a quand même aussi déboîté pas mal de mecs, c'était quand même des faire-valoir, tu sais ce que je veux dire. Il a battu des mecs bien, mais il a quand même aussi des faire-valoir, tu vois. Donc tout ça c'est du business. Le milieu de la boxe, ils ont toujours fait ça depuis des années, donc le MMA fait exactement pareil, il crée. Après les mecs, tu peux dire ce que tu veux sur Conor, il a quand même gagné ses matchs lui-même. C'est-à-dire que tu peux aimer, ne pas aimer, à la limite on s'en bat les couilles. Mais après, il a gagné ses matchs, il a fait son business, il est riche. Donc comment tu peux en lui voir? Le mec, il était aux Acédiques il y a pas longtemps et maintenant il est multimillionnaire. Et le mec, moi, je lui dis bravo. Ouais, non, mais moi aussi, c'est juste que je trouvais qu'il allait peut-être un peu loin dans le trash talking envers Rabib, qui, C'est du sport, mais c'est pas les arts martiaux. On n'est pas, c'est pas du tai chi, c'est pas des trucs comme ça. Tu veux dire, les gens disent ah oui, mais le respect martial. Aussitôt que ça devient du sport, là c'est des sports de combat. On n'est plus dans l'optique martiale. C'est un sport de combat. Tu vois. Donc voilà, il y a une économie, il y a un truc, il y a un milieu. La raison pour laquelle tu as regardé ce combat est les mêmes raisons pour lesquelles tu critiques. C'est ça la réalité. C'est ce que je veux dire. Et si toi tu n'apportes rien, si tout ce que tu fais, c'est de regarder le combat gratuitement le dimanche matin en streaming sur MMA Corp, ton avis, on en a rien à foutre. C'est-à-dire que toi, tu n'apportes rien. C'est ce que je veux dire. c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, si t'es un combattant et que ça t'a coûté quelque chose en tant que combattant, toi, ça t'a coûté un combat, ça t'a coûté une prime, ça t'a coûté quelque chose, là, on a envie de t'écouter. Tu vois, si tu été à un truc, que tu payes un événement, que tu apportes quelque chose à la pierre, on a envie de t'écouter. Mais si t'apportes rien, mec, t'es juste un mec qui regarde des trucs gratuits, franchement, ton avis, on s'en torche le cul. Tu vois? Tout à l'heure, je rebondis là-dessus. On parlait justement de l'après-carrière. Quand t'es au top niveau, voilà, t'as des gens autour de toi, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à quelqu'un, voilà, qui est au top de sa carrière aujourd'hui dans le MMA pour préparer au mieux son avenir? Parce que toi, je sais, par exemple, t'avais pas mal économisé justement pour pouvoir t'acheter un appartement. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? J'ai l'impression que beaucoup de personnes, en fait, justement, ne sont peut-être pas alertées sur l'après, en fait. Ils sont vraiment dans le moment présent et se disent pas, bon, à un moment, ça va s'arrêter parce que c'est du sport, je pourrais pas survivre. Et on en parlait également en podcast, après se retrouve un peu au fond du trou, quoi. Bah, c'est ça, mais en même temps, là, on vit dans un monde où justement les gens, c'est un peu bling bling, où les gens, bah voilà, ils font entre trois copains avec le UFC, mais ils veulent, voilà, travailler leur image, on s'achète une belle bagnole, et ils sont dans les soirées un peu à la mode, ils font ceci, cela. Et très vite, leur oseille, y a pas. Tu sais, moi, j'ai lu un article récemment qui était intéressant. Tu peux pas savoir le nombre de millionnaires qui sont en dépression. Littéralement dépression, parce que ils commencent à traîner avec des mecs qui sont plus riches qu'eux, des mecs qui ont des centaines de millions, voire des milliardaires. Il y a une grande différence entre être millionnaire et milliardaire. C'est pas, alors c'est évident, mais en même temps, tu te réalises pas à quel point quand t'es dans ce milieu-là, en fait. Et les mecs, ils sont en déprime parce que eux, ils pensaient être au top, et quand ils commencent à traîner avec des milliardaires, ils s'aperçoivent qu'en fait, bah, c'est des crottes de nez, et en fait, ils s'endettent pour essayer de suivre ces milliardaires, et ils rentrent en dépression. C'est quand même assez ahurissant. Et en fait, il y a rien de pire pour un mec qui jouit d'une notoriété, qui est supposé, bah voilà, être une star du UFC, faire de l'argent, conduire une belle bagnole, être dans les soirées, quand en fait tu fais 50 000 $ par an. C'est-à-dire, donc tu es obligé de dépenser dans ton oseille, bah dans un costume qui est assez classe, dans les lunettes qui sont assez classes, tu peux pas avoir le même costume, donc faut que tu en rachètes un autre, faut que tu aies une belle bagnole, et puis bah très vite tu crames ton oseille. C'est ce que je veux dire. Sans parler, voilà, des stripteaseuses à côté, et puis tout ce qui s'ensuit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Américains, ils aiment bien faire ça aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai été à l'opposé de ça. Moi, aussitôt que j'arrêtais de combattre, je commençais le samedi, je prenais dimanche de repos, lundi, je retournais bosser.
Lundi à 5h30 du matin, je me levais et à 6h30, je donnais mon premier cours de boxe. Je veux dire. D'ailleurs, comme je l'ai dit au début, j'ai arrêté de donner des cours de MMA, mais je continue à donner des cours de boxe le matin, à 6h30 du matin, parce que t'as pas la même clientèle et t'as pas la même motivation. Donc ces cours-là, je continue à les donner. Mais donc moi, j'ai gardé mon oseille, je continue à, je jamais dépensé, que ce soit mon oseille des combats ou alors mon oseille des sponsoring ou quand on payait des fois pour venir à des événements, des choses comme ça. J'ai toujours tout mis de côté pour pouvoir m'acheter un appartement et voir par la suite. Donc là, moi, je suis propriétaire aujourd'hui et je sais qu'au moins j'ai ça au-dessus de ma tête. Tandis qu'il y a des gens qui ont fait 10 fois plus d'argent que moi et qui aujourd'hui sont littéralement à la rue. Je voulais finir là-dessus parce que je sais que c'est notre petit plaisir à tous les deux. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a l'impression, des réseaux sociaux pour réussir en MMA? Bah, j'en parlais il y a ça 2 minutes, c'est-à-dire que maintenant, même les marques sont obdibulées par ça, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je t'ai dit au début, en fait, pour expliquer aux gens, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ce qui a vraiment fait exploser le truc, c'est le milieu du fitness. Donc on va rester sur le milieu du fitness et pas nécessairement dans le milieu du fight. Mais le milieu du fitness, il y a de ça, une vingtaine d'années. Si tu avais une boîte de suppléments, si tu voulais être connu, il fallait que tu sponsorises un des athlètes, voilà, qui gagnait Mission Olympia, etc., etc. Alors c'est comme ça, tu pouvais être dans les magazines et avoir et être vu. Bref. Je perds mes mots. Et donc tout ça, ça coûtait beaucoup d'argent. Donc voilà, tu vois, un mec qui a fait Mission Olympia ou Mission Malin, ça coûtait 10 000 $ par mois au moins. Tu vois, il fallait sponsoriser toute l'année, donc ça coûtait quand même de l'oseille. Et puis après, les réseaux sociaux sont arrivés, donc les sponsors, les boîtes qui n'avaient pas autant d'argent, eux pouvaient se permettre de sponsoriser celui qui fait deuxième, celui qui fait troisième, quatrième. Et puis à un moment, il y a des mecs qui se sont dit, mais pourquoi on dépense autant d'argent pour sponsoriser ces gens? Pourquoi on sponsorise pas un peu tout le monde? Et puis on leur donne un t-shirt et puis 3 pots de protéines. Et puis ça a marché. Et puis les bodybuilders, maintenant les mecs qui étaient deuxième, troisième, quatrième, ils ont commencé à faire de moins en moins d'argent et d'avoir de moins en moins de sponsoring. Par contre, t'as jamais vu autant les marques de fitness sur internet parce que tout le monde était sponsorisé en fait. Et puis on est passé de 3 boîtes à protéines à juste 50% de réduction. Et puis on est passé de 50% de réduction à juste un code réduction qu'on peut donner à tout et n'importe qui. Et les gens même quémandent pour avoir ces codes, pour avoir une espèce de crédibilité. C'est-à-dire que si j'ai 10% de réduction, c'est-à-dire que je suis sponsorisé. C'était même pas sponsorisé, Charlotte. Calme-toi, tu vas 3 fois à la muscu par semaine. T'es sponsorisé de rien du tout. Mais bref, elle fait semblant. Donc, elle se dit maintenant être influenceur, machin mes couilles, quand en fait, elle a juste un bon de réduction de 10%. Que même elle utilise sur elle. Donc, non seulement elle leur fait de la pub, mais en plus de ça, elle leur achète de la cam tous les mois. Donc les mecs, ils nous disent, putain, c'est Apides, ces gens sont vraiment cons, c'est quand même incroyable. Et maintenant, c'est pour ça qu'ils balancent des codes de réduction à tout le monde, à n'importe quel crasseux ou crasseuse qui veut faire semblant d'être, influenceur. Mais justement, moi, je me disais, en tant que combattant, vu que les réseaux sociaux sont devenus n'importe quoi, que tu peux, comme je disais, acheter des followers, acheter des likes, vraiment avoir un faux compte, est-ce que ça a un intérêt, finalement, vu que le sponsoring est tombé aux oubliettes, on parle d'un pot de prod, d'un t-shirt, d'un code de réduction, etc. Est-ce que finalement, en tant que combattant, il y a besoin d'avoir des réseaux sociaux, ou du moins d'essayer de les faire monter, de s'investir dedans, ou finalement, juste de s'entraîner dans l'ombre, de faire ses combats, et progressivement, peut-être, parce que finalement, c'est pas ça qui va faire vivre. Voilà, exactement. Les deux, en fait, sont une bonne idée. Tout dépend de la personne, en fait. C'est-à-dire que, oui, certains diront, non, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour ceci, pour cela, mais, oui et non, parce qu'en fait, les gens ne follow plus les gens maintenant. Maintenant, tout le monde veut avoir des followers. Les gens sont même plus intéressés de te suivre toi. Tu vois un mec à 300 followers qui fait un peu l'art martiaux, tu vas liker 2 de ses photos pour lui faire plaisir, pour lui donner un peu de motivation. Et les mecs, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Si tu le follow pas, il follow pas. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, le mec, c'est personne. Tu vois ce que je veux dire. C'est un peu dans cette optique. Tout le monde veut avoir des followers. Tout le monde veut faire semblant d'avoir une vie extraordinaire. Tout le monde veut faire semblant d'avoir de jouer d'une certaine notoriété. Donc si t'as pas vraiment envie de rentrer dans ce délire-là, j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Focalise-toi sur ton entraînement, focalise-toi à péter des gueules, écoute, si Connor il n'avait pas de compte Instagram, il serait toujours Connor si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Instagram qui a créé les Connor. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces combats et c'est l'UFC qui ont créé Connor. C'est pas Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Instagram, ça attire vraiment les gens qui n'ont pas vraiment envie d'aller plus haut que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une facilité pour certains. Ouais, Alors après, certains auront l'argument. Moi, je vais te dire un truc. À longueur de journée, j'entends des acteurs qui disent « Oh là là, je comprends pas, on donne des rôles à des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux, des Instagrammeurs, des YouTubeurs, ça devient n'importe quoi. » Et moi, au début, je les croyais pas. Parce que bon, tu sais, les acteurs, c'est des pleurnicheurs. Hein.
Au lieu de se remettre en question et se dire j'étais pas assez bon, ils préfèrent toujours trouver ah non mais elle c'est parce qu'elle a donné son cul ou lui c'est parce que c'est fils de machin. Ils se trouvent toujours plus d'excuses. Donc j'ai jamais vraiment écouté. Et puis il y a de ça 3 mois, il y a une dame qui m'a contacté pour un casting, pour un jeu vidéo, pour faire une pub de jeu vidéo. Et d'ailleurs j'avais vu le réal et je le trouvais super talentueux. Et j'ai dit ouais bah ouais impeccable. Elle fait écoute envoie-moi tes trucs. Je fais t'as besoin de quoi alors mon show réel, mon CV, mon machin. Elle fait non tu me balances un selfie de ton compte Instagram. Je fais quoi? Elle fait, oui, un selfie de ton compte. Et là, je me suis aperçu, non, mais attends, c'est peut-être que ces gens, ils ont raison. Allez, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'était juste un truc comme ça, c'était une erreur. Ça arrive de temps en temps, non, c'est pas possible. Et là, ce week-end, je vois un ami à moi, qui est acteur, qui travaille sur une grosse chaîne télévisée dans une grosse série, dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de balancer son blaze. Et lui, il me dit, écoute, mon copain, depuis l'année dernière, on est obligé de bosser. Il y a une nouvelle personne sur la série, et c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si elle est sur Instagram ou YouTube, peu importe. Mais en tous les cas, c'est la chaîne qui l'a imposé. Et ça nous est arrivé, parfois on a des guests de temps en temps. Mais là, elle est là, c'est une des actrices maintenant de la série. Et elle sait absolument pas jouer. Tout le monde pète un câble. Les acteurs qui sont face à elle, le réal, tout le monde dit mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Et on l'a filme de dos, de travers, de pied, parce qu'elle sait pas jouer du tout. Mais par contre, elle a été imposée par la chaîne. Tu vois? Donc tout ça pour dire que, même si j'ai envie de dire que c'est de la merde, il y en a, ils vont quand même arriver quelque part avec ça. C'est ce que je veux dire. Donc, tout dépend de ton dire. Si toi, tu te sens pas confortable, à longueur de journée, je vois les combattants. Les gens du fitness adorent Instagram, je le comprends. Mais les gens du fight, ça les frustre grave. À longueur de journée, je vois des mecs, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces mecs en slobard avec des abdos qui se disent Warrior for Life. Mais ils en ont marre. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur casse le cerveau, tu vois. Donc, si c'est pas ton truc, les réseaux sociaux, tu sais quoi? Franchement, pour avoir du succès, t'en auras pas besoin. Bah oui, parce que je pense que tout se joue dans le combat, en fait. Là, c'est pas de l'apparence, en fait. Là, t'es fort ou t'es pas fort, quoi. Hein. Tu gagnes. Exactement. Regarde le nombre de mecs qui ont tout le monde s'achète des faux followers maintenant, ça devient n'importe quoi. Regarde le nombre de gens sans intérêt que Google ne connaît même pas qui ont soi-disant 1 million de followers. Là, avant 1 million de followers, c'était énorme, t'avais très peu de gens qui l'avaient. Maintenant, tout le monde le petit tic bleu, tout le monde a 1 million de followers, donc à quel moment ça va s'arrêter? Tu vois ce que je veux dire? T'as des meufs complètement inconnues, des soi-disant modèles, je te dis, tu les mets sur Google, il y a 3 articles, rien. Ils ont plus de 10 millions de followers. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça veut rien dire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, les gens sont optimisés là-dessus pour le moment. Mais tout ça, ça va imploser, hein, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc ça va imploser. Et ces gens-là vont partir dans l'anonymat. Tandis que toi, de ton côté, quand tu seras focalisé sur les vraies choses, quel que soit ta hobby, quel que soit le sport ou quoi que ce soit dans ta vie, bah toi, tu seras toujours là. Parce que pendant ce temps-là, tu auras acquis des choses réelles. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais je trouve que c'est un très bon mot de fin. Je trouve que ça concluait parfaitement ce podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jess? Non, pas forcément. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. La question, voilà, d'aujourd'hui, comment devenir combattant MMA. Après, on peut le résumer. Hein, il faut être passionné, voilà, aimer ça. Et non, mais dès le départ, quand les gens m'envoient des emails sans vraiment avoir des vraies informations en main, déjà, ils sont pas passionnés. Parce que là, c'est un truc qui leur est passé dans la tête. Je te dis, on en revient au même truc de mec qui a regardé Rocky le dimanche soir sur TF1 et qui lundi veut faire de la boxe. On est à ce niveau-là parce que le mec, il a pas fait de recherche. Donc, il sait pas ce que c'est. Et là, moi, quand les mecs m'envoient des messages avec, tu vois, qui savent même pas vraiment comment ça se passe, de s'entraîner, d'où s'entraîner, de comment, combien de fois par semaine, l'amateurisme, etc. Dès le départ, le mec, il a pas fait de recherche. Parce qu'aujourd'hui, avec l'internet, tu peux trouver toutes ces informations. Donc, dès le départ, quand moi, tu me demandes toutes les informations, dès le départ, je vois que t'es pas passionné. Parce que d'ailleurs, un passionné, il est déjà passé par tous ces gars. Il a déjà bouffé, mais 30 articles sur l'internet, il a acheté des bouquins, les machins, il a lu des interviews avant même de te contacter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu passes déjà là direct en me disant comment je fais pour arriver à l'UFC, dès le départ, tu m'intéresses personne, mec. Tu y arriveras jamais. C'est pas l'optique. ah, mais je suis d'accord avec toi parce que moi c'est pareil dans le milieu de la muscu. Donc moi j'ai écrit pareil des milliers d'articles, des trucs, etc. Et c'est marrant de voir que on en parlait avec mon associé Fabrice ce matin pour le Super Sick Podcast. Donc on parlait de Dorian Yates. Et on disait justement, on fait ce podcast là parce qu'on se rend compte que sur les forums internet, les questions justement, et c'est parce que tout le monde a la parole, les questions sont d'un niveau de plus en plus bas parce qu'en fait, la plupart sont pas vraiment passionnés et ne font plus l'effort d'utiliser Google ou de faire des recherches en fait tout simplement. Alors que, encore je passe pour un vieux, mais à mon époque en fait, moi j'étais tellement passionné en fait et même maintenant, en fait j'utilise Google, je tape mon clé, je regarde, je lis plusieurs articles et en fait je réponds tout seul à ma question.
Et si vraiment je dois poser une question, allez, ça fait longtemps que j'ai pas envoyé un mail pour poser une question, mais ça va plus être pour prendre rendez-vous en fait avec la personne, parce que je pense qu'elle peut m'aider, donc on va prendre rendez-vous d'un point de vue professionnel en fait. Je vais pas lui faire perdre son temps, à lui envoyer un mail, à lui poser des questions gratuitement en fait. Je veux dire, voilà, c'est un truc pro, donc je me suis renseigné de mon côté, mais j'aimerais l'avis d'un pro. Donc voilà, c'est combien, on se voit quand, point. Et c'est vrai que c'est peut-être... Mais là, j'ai vu récemment un article qui était assez intéressant où il disait que on n'a jamais eu autant d'informations, mais on n'a jamais aussi été con. Et en fait, la réalité, c'est que même quand tu écoutes un podcast comme ça ou tu regardes une vidéo ou quoi que ce soit, tu écoutes d'autres personnes parler de quelque chose que tu maîtrises plus ou pas, mais en fait, tu vois que la surface de la chose. Donc, techniquement, tu ne l'enregistres pas. Si, par exemple, toi, tu vas prendre un bouquin et tu vas essayer de comprendre que quoi que ce soit être le sport, les mathématiques, peu importe, que tu essaies de comprendre par toi-même, en lisant par toi-même, là, tu vas l'enregistrer et là, tu vas t'en rappeler. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais, ouais, mais c'est pour ça que je préfère la lecture et que je suis plus dans les longs contenus. Bah là, tu vois, ça fait 1h15 qu'on est en train de faire le podcast, mais que je fais que des longs contenus parce que je pense que justement, tu dois faire l'effort par toi-même de trouver l'information et qu'en 3 ou 5 minutes, ou une photo de 30 secondes, en fait, tu ne fais rien. En fait, c'est du vent. Donc, c'est pour ça que on fait des longs contenus, des longs trucs et qu'on pousse vraiment à cette recherche, en fait, à s'instruire soi-même. Encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Faut apprendre à compter sur soi-même. C'est Tu ça. dois en chier, quoi, et voilà, là, tu vas être récompensé, quoi. Il y a quand même une petite justice dans ce monde, donc tu vas en chier, et puis ça va aller. Mais si tu ne veux pas en chier, et que t'essayes des solutions de facilité, mais en fait, il va rien se passer, quoi. Absolument rien. En fait, la base, et tu l'as dit, c'est en fait, c'est la lecture. Ça paraît con parce que moi, je lis très peu, en fait. Et c'était pas dans ma culture. Et bon, comme tu l'as dit, on en a pas parlé là, mais on en a parlé dans le dernier podcast. Moi, je suis un gosse de la rue, donc j'ai pas vraiment eu une éducation. Mais je m'aperçois qu'en fait, la lecture, c'est la base de tout. C'est que même, moi, maintenant, tu vois, je fais du cinéma, etc. Et je regarde de temps en temps des critiques de cinéma. Et les meilleurs de critiques de cinéma que je vois sur l'internet, c'est des mecs qui, avant tout, c'est pas le nombre de films que tu as vus, c'est pas tel ou tel film qui te donne voilà, référence et une crédibilité, c'est en fait le nombre de livres qu'ils ont lus sur le cinéma. Et en fait, la plupart des bonnes critiques, des mecs qui sont bons, comme Karim Debache et Chroma ou alors Le Fossoyeur, ils font toujours référence à des livres, constamment. Et en fait, tu t'aperçois que si tu veux vraiment apprendre quelque chose, que ce soit le sport ou le cinéma ou quoi que ce soit, il faut lire en fait. Non, mais je suis d'accord, bah, c'est pour ça que je conclurai là-dessus en te disant, j'espère que mon livre t'a fortement aidé, Jess. J'espère que tu as apprécié les énormes photos de moi dans le livre. Ouais, bah, j'ai pas eu le temps, j'ai regardé quelques pages, mais j'ai pas eu le temps, parce que bon, comme tu as pu voir là, sur mes trucs, j'ai fait quelques castings récemment, etc. Donc j'étais occupé avec ça, puis bon, j'ai eu des problèmes avec ma salle là où je suis parti, et donc ils voulaient me donner un peu de problème. Donc puis je me suis mis un petit peu en question, essayer de me trouver de nouvelles objectifs. Donc j'étais un petit peu occupé récemment. D'ailleurs, pour les nouveaux objectifs, je pense que maintenant je vais me focaliser un peu plus, j'aimerais me focaliser un peu plus sur les enfants, en tous les cas les enfants en difficulté et les animaux. Donc c'est là-dessus que j'aimerais plus me pencher, donc faire du bénévolat, des choses comme ça, etc. Et je pense que ce sera une meilleure récompense et je vais prendre plus de plaisir dans ces nouveaux Bah, objectifs. tiens, alors je dérive un petit peu, mais j'en profite pour poser une question. Euh, j'ai l'impression que tout au long de la vie, en fait, il y a des cycles, en fait. Donc là, tu vois, t'as fini ton cycle un peu d'enseignement de combat, en quelque sorte. Et je Ouais. trouve que c'est toujours compliqué de trouver son nouvel objectif pour après. Mhm. Et là, donc toi, tu trouves l'objectif, en gros, de travailler, en tout cas, de t'intéresser et d'aider les gens par rapport à ce que tu n'as pas eu étant enfant, j'ai l'impression. Et ça, t'as trouvé ça facilement, en fait, ce nouveau but. Ouais, complètement, parce qu'en fait, moi, c'était un peu le truc, c'est comme je te dis, moi, j'aimais faire du loisir. Et j'aimais voir les gens progresser plus en tant qu'humains qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens arriver chez moi, ils avaient absolument pas confiance en eux, voilà, et 2 ans plus tard, tu les reconnaissais pas du tout. Et c'est plus moi ça qui m'intéressait dans la pratique des arts martiaux, du sport de combat en tous les cas, et de les voir évoluer en tant que personne. Et je me suis dit, voilà, bon, par la suite, tu vois, j'ai fait du cinéma après ma carrière de combattant, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait l'autre. Et là, vu que maintenant, j'arrête un peu de donner des cours, j'ai envie de trouver quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimais quand tu donnais des cours? Et c'était ça. Et je me suis dit, alors, quand est-ce que je peux retrouver ça ailleurs? Et c'est vrai que moi, j'ai été un enfant battu. Et aujourd'hui, dans les jours où on vit, tout le monde veut être un peu une victime, tout le monde veut pleurnicher à la télé, essayer de trouver une raison pour laquelle ils n'ont pas réussi dans la vie, mis à part eux se remettre en question. Donc tout le monde fait du pleurnichage à tirer l'arigot. Mais par contre, des gens qu'on entend très très peu, c'est des gosses. En fait, on voit très peu de gens parler des enfants
battus par leurs parents, des enfants orphelins, des enfants, personne parle pour eux en fait. C'est-à-dire que tout le monde se tire la queue de dire non, c'est plus dur pour moi, mais personne parle des mômes. Et moi, j'aimerais focaliser là-dessus et rencontrer des gamins comme ça, essayer de leur donner un peu une hobby, quelque chose, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens des mômes qui tombent dans la rue parce qu'en fait, ils ont même pas de hobby. Tu leur demandes à ces gamins, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Ils peuvent même pas te répondre en fait, parce ils savent pas. Ils savent pas, on leur a jamais vraiment éduqué ça, tu vois. Et t'aimes bien lire des bandes dessinées, t'aimes bien faire des sports, des trucs, je sais pas. Parce qu'en fait, ils ont jamais rien fait. Personne n'a vraiment cru en eux. Personne ne leur ont jamais vraiment dit, tu sais, gamin, tu peux faire ça. Et t'as des gens comme ça, des mômes, qui vont devenir adultes, mais qui sont déjà oubliés, au milieu de nulle part, qui ont aucune passion, ils savent même pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont sur Terre. Et c'est avec ces gosses-là que moi, pas nécessairement dans la pratique des arts martiaux, mais en tous les cas, discuter avec ces mômes, prendre du temps avec eux, et c'est quelque chose moi qui m'intéresserait en tous les cas. Ouais, gars, ça me parle fortement ton truc, parce que moi, avec la musculation, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, à chaque fois, on me dit, voilà, la muscu, mais en fait, je me sers de la muscu pour justement donner confiance aux gens et leur permettre, voilà, de faire d'autres choses, de leur ouvrir des possibilités, de voir qu'en fait, par tes efforts, en fait, tu peux faire presque tout ce que tu veux dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la valeur travail, j'en parle souvent dans mes podcasts. C'est quelque chose qui est complètement oublié, qui est pas mis en avant. Pareil, les possibilités. On a une société qui dit toujours, tu n'es pas capable, etc. Alors qu'en fait, avec du travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Et surtout, Ou qui te rabaisse, hein. Moi, je me rappelle déjà à l'époque, quand j'étais jeune, faire un apprentissage, c'était être vu, t'es un apprenti, t'es un mongol. C'était un peu ça. Et j'en discutais avec quelqu'un récemment, et en fait, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que si tu fais un apprentissage, maintenant, les gens se moquent de toi, toujours. Et il y a rien de pire. Je dis aux jeunes, mais, aujourd'hui, tu fais pâtissier, cuisinier, tu fais, comment ça s'appelle, tu vois, déboucher les chiottes et ça, mais tu vas faire de l'oseille, mec. Tu vas trouver du boulot demain direct. Tu vois, et ça peut être une passion. Tu vois, la boulangerie, regarde, aujourd'hui, regarde le nombre de personnes qui se sont mis à la cuisine parce qu'il y a des réalités, tu vois, qui font Masterchef, etc. Le seul problème, c'est que maintenant, les gens veulent devenir chef avant de devenir apprenti. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça super bien, les apprentissages, en fait. Et je pense qu'à un moment, on va revenir aux choses simples comme ça, tu vois, à la poterie, à créer des choses avec du bois, à faire du jardinage. Moi, tu vois, le jour, je me disais, mais si je retourne en arrière, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et tu sais, j'aimerais bien travailler dans le jardinage. J'aime bien être dehors, j'aime bien, tu vois, les changements de temps, tu vois. Il y a des choses comme ça. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gosses qui seraient pareils. Tu leur fais faire du jardinage, etc. Ils vont dire, c'est génial, en fait. T'es dehors, tu respires bien, tu fais des plantes, tu les vois grossir, tu peux, voilà, faire des légumes, des trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment aider des gosses et d'essayer de les guider vers quelque chose qu'ils aimeraient mais qu'ils ne connaissent pas encore. ah non, mais je vois exactement ce que tu veux faire. C'est pour ça que je t'en parlais. J'étais curieux de voir le raisonnement derrière, mais ouais, c'est marrant, tu dis, moi j'ai pour le contact de ces gens-là, mais l'apprentissage qui est rabaissé, alors que ça c'est super, quoi. Tu sais, souvent, tu passes ta vie, donc tu finis l'école, etc. Et après, voilà, t'as ton boulot, et souvent, voilà, t'aurais envie de faire d'autres choses, mais t'as l'impression que c'est pas possible, parce qu'on te dit, voilà, c'est fini tes études, etc. Et je pense, justement, c'est pas fini, en fait. Tu peux toujours changer, partir en apprentissage, tu vois, par exemple. Bien sûr, mais c'est les réseaux sociaux encore qui baissent tout ça, parce que la plupart des gens maintenant, t'as l'impression qu'ils ont une vie de ouf. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour faire un highlight de leur life. Donc, un live, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments de ta vie. Alors aujourd'hui, tu fais ci, aujourd'hui c'est là, je viens de m'acheter une paire de pompes. Mais l'autre, elle s'achète pas une paire de pompes tous les jours. Elle est pas au bord de la plage tous les jours. Elle est comme toi, c'est simplement, voilà, il montre les petits moments de la vie. Mais toi, tu réalises pas ça, tu as l'impression qu'ils vivent une vie de ouf. Et toi aussi, t'as envie de la vivre, leur vie. Toi aussi, t'as envie de faire de l'oseille. Tu dis, je vais pas faire apprenti boulanger. Je vais pas faire d'oseille, je vais pas faire de thunes. Moi, ce que je veux, c'est cette vie-là. Non, mais dès le départ, tu sais quoi? Les gens qui peuvent même, tant bien même, ces gens peuvent se permettre une vie de luxe comme ça. Mais ça a toujours été des minorités, ces gens-là. Je veux dire, nous, on est la majorité des gens qui vont faire un boulot, tout ce qu'il y a de plus lambda. On va en chier la grande majorité du temps. On va avoir des petits plaisirs ici et là, en bouffant un truc sympa, en faisant le con avec tes mômes, des trucs comme ça. Mais c'est ça, nous, notre vie, en fait. Tu vois, on n'aura jamais cette vie de millionnaire, de voyager à travers le monde en jet, etc. Donc, à un moment, il faut aussi redescendre sur terre, je veux dire. Et le meilleur des gens, les gens, en fait, tu t'aperçois que les réseaux sociaux rendent les gens de plus en plus dépressifs. Ces influenceurs rendent les gens dépressifs. Ils leur montrent des corps qu'ils n'obtiendront jamais sans l'aide des stéroïdes, etc. Ils leur montrent un lifestyle qu'ils ne pourront jamais avoir parce qu'ils n'auront jamais l'argent supplémentaire. Ils leur montrent des physiques, des machines. Les meufs sont super belles. Les meufs, t'es née belle.
Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas né belle. Donc en fait, ils se disent être influenceurs, influencer les gens et les rendre mieux, mais en fait, ils rendent les gens plus dépressifs. Et si tu vois, toi, quand toi tu pars en vacances, tu peux pas te loguer sur Internet pendant une semaine, les 3 premiers jours ça te fait chier, au bout d'un moment, putain, tu te sens libre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, non, mais moi, c'est pour ça qu'on fait ces podcasts ensemble. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu as plus de liberté de parole que moi. sur le sujet. Ouais. Mais, non, mais je suis d'accord. Pour moi, et en plus, ceux qui ont la belle vie, là, j'en parlais dans le Leadercast, ne l'affichent pas, en fait. La plupart du temps, ceux qui l'affichent, c'est ceux, justement, qui n'ont pas la belle vie, ou c'est ceux, en fait, qui ont vraiment qui a une belle vie, entre guillemets, qui se font chier, en fait, qui ont l'argent et qui se font chier. Celui qui a la belle vie, en fait, il partage pas sa vie, il s'en fout, en fait, il profite du truc. Bien sûr. Il est pas, Bien sûr. voilà, en Moi, train de se mettre sur le net, quoi. je bosse dur, je bosse très dur, mais voilà, je pars pas énormément en vacances, mais quand je pars, je veux partir dans des trucs qui pètent, qui vont me faire plaisir. Et tous les ans, je pars une semaine au Maroc, dans un hôtel qui s'appelle la Mamounia, qui est un des meilleurs hôtels du monde. Ça fait 7 ans que je vais là-bas pour une semaine, et voilà, je me fais un plaisir, ça me coûte la peau des couilles, mais voilà, je me fais un plaisir quand je vais là-bas. Et je me rappelle, il y a de ça 2 ans, j'ai vu deux jeunes personnes qui étaient là, qui avaient 25 ans, et putain, ils avaient leur caméra, mais constamment avec eux. Elle avait la GoPro, et lui, il avait machin, et il prenait le petit déjeuner, et tac, 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 putain, mais ça n'arrêtait pas, j'ai l'impression qu'il prenait plaisir à rien du tout, en fait, tu vois. Et je les ai trouvés sur Instagram par la suite, et c'est des soi-disant influenceurs, mais en fait, c'est des gosses de riches, tu vois ce que je veux dire, qui se font passer pour influenceurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la plupart des influenceurs. C'est des gosses de riches qui vivent comme ça, et qui montrent. Après, ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des gens, ils veulent devenir influenceurs. Mais si t'es personne à la base, t'es juste un crasseux qui demande des choses gratuitement. Si t'es obligé de marquer influenceur pour avoir un maquillage gratuit, pour avoir 2 nuits à l'hôtel gratuit, pour avoir une protéine gratuite, moi, tu me fais pas rêver, tu me fais pitié. Parce que tu vends ton cul comme un clodo pour avoir des trucs gratos. Donc t'es pas influenceur. La dernière personne que j'ai envie d'être, c'est toi. Ah putain, tu t'es lâché. Non, mais c'est ça. Non, parce qu'en fait, c'est même pas moi, c'est qu'à un moment, ils baissent les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils rendent les gens dépressifs. Ils rendent les gens malheureux. Et même, je suis d'accord, moi c'est pour ça que sur les réseaux, je partage rien de ma vie, en fait. Jamais rien. Je parle de muscu parce que c'est mon truc. Voilà, je peux aider les gens dans ce truc-là. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. En plus, j'ai l'impression que ça nargue les gens qui peuvent pas, comme dit, ça rend dépressif. Tu vois un tel qui achète des godasses, et toi tu peux pas, t'es là, tu dis, ah merde, t'es frustré, t'es comme un con. Tu vois un tel qui bouffe une pizza et qui a les abdos, tu te dis, oh putain, moi je peux pas la manger, putain, ça te rend malheureux, tu te dis, pourquoi pas moi, je comprends pas. Exactement. Là, j'ai 2 petits qui ont commencé à la salle où c'est que je travaille, qui ont commencé il y a ça à peu près un an, plus ou moins en même temps. Une blonde assez charnue et une petite brune. Et la blonde assez charnue, franchement, son Instagram, c'est un truc d'escorte. Elle montre son trou de balle, mais toutes les photos. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a récupéré quelques clientes. Et je sais pas si ça a à voir avec ça, mais en tous les cas. Et l'autre, je voyais que la Piti, putain, ça me faisait chier, tu vois. Et ce qu'elle a fait, l'autre Piti, elle a fait pareil. Elle a fait une photo comme ça, où elle a demandé à quelqu'un de la prendre en photo en string. Et très vite, elle l'a effacé la photo au bout d'un jour, parce qu'en fait, tout le monde a commencé à mettre des commentaires, etc. Et en fait, elle est partie en dépression. Tu vois. Et elle est partie de la salle parce qu'elle pouvait plus soutenir les gens, en fait, qui maintenant, elle la voyait, elle, comme une catin parce qu'elle avait montré son cul sur Instagram, comme l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est ça, même les meufs qui sont dans le fitness, tu sais même pas si c'est des fitness ou si c'est des escortes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont toujours en train de montrer leur trou de balle dans les champs. Alors, si tu kiffes, c'est bien, c'est pas ça le problème. Si tu es une exhibitionniste, si tu as envie de montrer ton cul, il y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? On va liker, on va te mettre des petits commentaires, c'est génial. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens, on peut être libérés autant qu'ils veulent. Tu vois? Mais si tu vois ce que je veux dire? Ça rend les gens, tu vois, dépressifs parce que les jeunes, ils se disent, je suis obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'ils prennent comme exemple. Et t'as des gamines de 14 ans, 15 ans qui montent leur fion sur un Instagram parce qu'ils se disent, bah, c'est ça qu'il faut faire pour avoir des followers, en fait. Ah non, mais C'est là exactement, non, mais je sais pas. Parce que tu rentres ton cul, ça me dérange pas, mais tu influences d'autres personnes. C'est ce que je veux dire. Ah, mais je suis très d'accord avec ton analyse, hein. C'est exactement ça, le problème, c'est qu'on prend on a l'impression que ces personnes-là ont du succès, mais en fait, il n'y a pas de succès derrière, il y a zéro. Et je le répète régulièrement, il n'y a pas de succès, en fait. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro, et malheureusement, quand on est jeune, on est très influençable, on sait pas encore, comme tu dis, beaucoup de jeunes sont perdus, savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, etc. À cause de l'éducation, la société moderne, en quelque sorte. Et c'est vrai que tu prends ça pour, Il y a rien. Ils ont 300 000 followers achetés au Bangladesh. Et quand tu regardes les 50 commentaires qu'ils ont, c'est des tontons Patrick qui fait oh ravissante, oh très jolie, cœur. Et puis t'as 2 crasseux qu'on a là, elle fait hey, tu veux voir ma bite?
Tu vois, c'est ça les commentaires. Je veux dire, donc on est loin du fitness glamour, si tu veux, tu vois. Ben, bien sûr, mais moi je regarde aussi les commentaires parce que des fois je suis étonné. Je vois des trucs avec 200, 300 commentaires et je vois le truc, je dis il y a rien, il y a une photo, il y a une ligne, il y a pas de contenu, il y a rien, je vois 300 et je clique les commentaires, et même chez les mecs, hein. Et je dis ah bah je lis les commentaires, je suis rassuré en fait. Je me dis ah c'est bon pour dire beau pec ou super bras ou t'es bien coiffé ou oh je dis bon qu'est-ce que c'est heureusement que j'ai pas ces gens-là qui me suivent quoi. Je sais pas. Non, mais voilà. Après, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire, il y a un machin, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as une illusion, tout ça, que les gens sont connus, sont machin, mais en fait, non. Les gens, ils les respectent même pas, tu vois ce que je veux dire. Ils sont pas connus, les gens se foutent de leur gueule dans la réalité. En fait, ça va être même dur pour certains d'entre eux, tu vois ce que je veux dire. Parce que ouais, t'as deux, trois goyots qui vont te dire, demandez de faire un selfie. Mais tu vois pas les 10 qui sont derrière, qui se foutent de ta gueule de loin, qui sont en train de te filmer, tu vois ce que je veux dire. Faut aussi accepter ça. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi, même quand je vois des commentaires comme ça sur mes photos, mes trucs, je les enlève direct, quoi. Pour ça, à la fin, il y a plus de commentaires, mais au moins, je suis content, je me dis, bon, c'est propre. Après, moi, je le fais dans le côté humoristique, mais le problème, quand tu montes ta bite, dans le côté, je monte pas mon sgeg, attention, j'ai jamais envoyé mon petit bout de sang, qui que ce soit, attention, ça impressionnera personne. Mais, des fois, t'as bien vu, je me l'ai fait en blobard un peu moulant, histoire de faire un peu le beauf, tu vois, pour rigoler. Mais moi, c'est dans l'humour. Mais les gens, ils voient même pas l'humour, ils croient que je le fais en sérieux, en fait. C'est ce que je veux dire. Tu vois? Ouais, mais après, t'as un style. Moi, je suis abonné à tes trucs et tout avant qu'on se connaisse. Moi, je suivais parce que t'avais un style et que tes photos étaient super bien et que t'avais été justement, je t'avais connu parce que t'avais été champion de MMA, en fait, le Joker. Donc, je me dis, ah tiens, super photo, acteur, faut en parler. Je dis, putain, ouais, ça me parle, en fait. C'est plus ça. Après. En parlant de petite quéquette, ça m'a rappelé un truc. Parce que tu me parlais de ma préparation physique. Et moi, je me rappelle que la meilleure physique que j'ai eue, c'est quand je faisais aussi de la natation. Je faisais de la natation 3 fois par semaine le matin. Et ça, je trouvais que ça m'avait vachement aidé, en fait. Tu vois, je trouvais que moi, personnellement, après, tout le monde est différent, tu vois. Mais dans ma pratique, ça m'avait même changé physiquement, etc., que la natation, ça m'avait vraiment aidé. Et pourquoi petite quéquette? Parce qu'en fait, je faisais de la natation à 6 heures du matin et c'était dans une piscine extérieure en hiver. Et je te pourrais croire qu'il faisait froid, quoi. Aussitôt que tu rentrais là-dedans, à l'autre, elle sortait son col roulé, mon pote, j'avais un mini zboom, hein. Mais enfin, ça, c'est une histoire. Ah, putain, la référence de fou. Toi, t'arrives à faire une association de dingue, hein. Non, mais la natation, moi, j'en ai fait un petit peu, j'arrive pas très bien, mais j'avais essayé, c'est vrai que, tu te sens bien, quoi. Après, tu te sens quand même vachement bien. Le problème, c'est que t'as une super dalle après, c'est que t'as super faim, et quand t'es en régime, c'est compliqué. Mais moi, je trouvais que ça m'avait vachement aidé, et j'allais dans une piscine, bon, qui était dehors, mais elle était très froide, c'est toi à 6 heures du mat, mais les mecs, ils me disent, non, mais tu sais, la piscine, elle est chauffée. Je suis, bah, c'est pas possible qu'elle est chauffée. Putain, il fait froid quand même, tu vois. Alors, quand tu fais 50 longueurs, tu te réchauffes, tu vois. Et puis, si, non, mais attends, mais j'en ai dans une piscine. Ils m'ont emmené dans une piscine ici, à Amstel Heath. Amstel Heath, c'est un gros parc. Ils ont une piscine extérieure enculée. Oh, alors là, je me suis aperçu que, ouais, en effet, l'autre piscine, elle était réchauffée. Parce que là, j'ai mis les pieds dans l'eau, mais c'était vraiment un bain glacé. Comme, tu vois, tu fais après tes conditions physiques. Ah, mais mes chevilles, mon pote, elles me faisaient mal, comme c'est pas possible. Et plus l'eau en montait, plus ça montait au milieu de mes cuisses, plus mon corps, il me disait, il faut que tu sors, il faut que tu sors. Oh là là, quand c'est arrivé au niveau de mes couilles, mais laisse tomber. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Alors, je l'ai fait, tu vois, mais je l'ai fait quoi? 10 longueurs. 10 longueurs, j'arrivais pas à me réchauffer, je lui ai dit, arrête, oublie. Et le pire, c'est que cette piscine, elle est pleine de vieux de 70 ans qui font ça tout le matin. Tous les matins, ces enfoirés. Et quand tu remontes au niveau du lac, au niveau du parc, t'as 2 lacs. Un lac pour les hommes et un lac pour les femmes. Et t'as des vieux qui sont là, et ils sont dans le lac, mon pote. Le lac, il est à moitié glacé. Ils ont cassé la glace, ils se sont fait une lignée. Et t'as des yeux de 70 à 90 ans. Alors, ils font pas 50 longueurs non plus, tu vois. Ils vont faire 10 longueurs. Mais ils sont là tous les matins à 6 heures et ils font des longueurs de natation dans le lac congelé. Truc de ouf, quand même. Ouais, non, mais c'est un bon exemple de, on est des petites natures, quoi, tu vois. Plus ça va, plus on est dans le confort, pas avoir envie de se faire mal, entre guillemets, et eux, sans doute, ne voient même pas ça. Ils se disent, bah ouais, bah c'est normal, en fait. Tu vois, ils vont dans l'eau, ça marche pas. Après, je pense qu'ils ont toujours mal, tu vois, c'est comme quand les gens ils disent, oh ouais, bon, ça va, toi, t'as l'habitude. L'habitude, ça veut rien dire. C'est comme, admettons, on va mettre le côté combat, parce que c'est vrai que tout le monde peut pas nécessairement comprendre le combat, parce que tout le monde ne s'est pas nécessairement pris un coup de poing dans la gueule. Mais admettons, on fait une condition physique, admettons, on fait du crossfit, tu vois, ou quelque chose comme ça. C'est dur. Tu vois, t'as envie que ça s'arrête. Et quand t'es dans l'optique de, putain, vivement que ça s'arrête, tu vois, tu commences à peine, t'as envie que ça s'arrête, ça va être une agonie. Ça va être une horreur. Tu vas vraiment souffrir. Tandis que, au bout de quelques temps, quand t'as l'habitude à faire ça et que t'es bien motivé, tu vas dire, bon,
Je sais que ça va faire mal, mais putain, je vais le prendre et je vais vraiment y aller à fond. Tu vois, et là, tu la prends la douleur, et là, tu vas à travers, tu deviens vachement compétitif. Tu souffres pas moins qu'avant, mais tu vas accepter la souffrance. Tu vois ce que Non, je veux mais dire? je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, c'est l'intention, en fait. Est-ce que t'es motivé ou est-ce que t'es pas motivé, tout simplement? Moi, je vois, je me baigne souvent, je fais mal de kayak, mais, donc des fois, l'eau est froide, après, on va se baigner tout, là. On essaie de faire un peu de cryo, entre guillemets. Donc, en fait, si tu te dis que l'eau est froide, t'y vas à reculons, quoi. Peut-être tu rentres jamais. Et si tu te dis, écoute, là, faut y aller, tu vas nickel, et puis t'y es, quoi. Point. C'est plus l'intention, et là, tu disais de sport de combat, mais c'est pareil en muscu. Il y a une différence entre aller s'exercer et vraiment s'entraîner pour progresser, quoi. Hein. T'as envie, peut-être tu envoies pas la barre à la même vitesse, hein. T'as pas la même intention, quoi. C'est pas le même résultat derrière non plus, hein. Alors que si tu vas mollement, tu dis, oh putain, il faut que ce soit fini, ça m'emmerde. Bon, déjà, je te le dis, il y a peu de chances que tu te transformes vraiment physiquement, tu vas vite arrêter, quoi. C'est ça, parce que maintenant, c'est devenu même tellement mainstream que maintenant, les gens, ils pensent qu'aussitôt qu'ils ont acheté leur abonnement, bah, ils vont changer déjà dès le départ, sans même rien faire. Et la plupart des gens dans les salles de sport, ils s'entraînent pas dur, ils s'entraînent pas, ils font les exercices, comme tu le dis. Et même des mecs qui sont costauds, ou qui prennent des stéroïdes, pump up, j'en fais 8, j'en fais 10, allez hop, c'est bon, c'est suffisant. Il suffit que tu aies une génétique pas trop dégueulasse et tu vas gonfler avec un peu de testo, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, si t'es naturel et que t'as pas la meilleure génétique du monde, même en muscu, même si pour moi, c'est pas le truc le plus dur au niveau, voilà, physique, tu vas quand même souffrir. Ah ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus dur à nager dans l'eau glacée, là, c'est pas pareil, hein. Non, mais même, c'est comme c'est dit, quand je vois les mecs qui font de la muscu et qui me disent je suis un athlète, je fais non, non, va commencer à faire du fractionné déjà, et là après tu vas me dire que t'es un athlète. La souffrance musculaire et la souffrance quand tu fais du fractionné, c'est pas du tout Ouais, la muscu, moi je le répète bien, c'est un sport qui est quand même assez confortable, une activité sportive qui est confortable. C'est quand même assez confortable, t'es au chaud, voilà, bon, t'as un peu mal aux muscles. Si tu fais pas trop le con, il y a peu de chances que tu te blesses, voilà, si tu personnalises bien ce que tu fais, ça va. Tu fais la diète, voilà, c'est plus à l'extérieur que c'est un peu plus dur, si t'as l'habitude de bouffer n'importe quoi, mais sinon, c'est vrai que c'est pas, il y a beaucoup plus dur. Moi, j'ai fait de l'athlète quand j'étais gamin, et des fois il faisait 2 degrés dehors, voilà, t'as ta séance, t'as 20 fois 200 mètres, et t'y vas, hein. Alors souvent, j'étais tout seul, hein, les autres venaient pas, mais C'est ce que j'allais dire justement. Tu prends n'importe quel mec qui fait sa première muscu, putain, il fait sa première session, il va la faire. Ça va être un peu inconfortable. Le lendemain, il va, oh, j'ai mal partout, mais il va revenir. Tandis que tu vas prendre un mec, tu vas l'amener sur le stade et tu lui fais faire du fractionné sur des 200 mètres. Je te prie toi que le lendemain tu le vois pas. Il revient plus. non, ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr, là, en ce moment, nous, on a mis une épreuve, allez, je fais n'importe sur le club Super Physique, une épreuve de rameur. Donc là, tout le monde s'entraîne au rameur, donc moi aussi je m'entraîne, etc. Et là, faut te dire que tous ceux que j'entraîne, ceux qui se préparent, etc., à chaque fois qu'on a la séance de rameur, peut-être à l'appréhension, en fait. T'as une putain d'appréhension parce qu'on se fait des trucs genre de 10 fois 500 mètres, ou il y a des trucs vraiment, on se fout à la rue, quoi. Et avant de commencer, déjà, t'as l'appréhension. Tu te dis, oh putain. Donc après, tu te promets, tu te dis, voilà, ça fait partie du jeu, on y va et tout, hein. Mais là, tu finis, t'es rincé, quoi. Moi, je fais ma séance de rameur, après, je dors. Je viens, je fais une sieste directe. Alors que la muscu, bon, je fais la muscu. Allez, au pire, c'est les cuisses. Bon, t'es un peu fatigué après, mais ça va. Mais tu fais tes 10 fois 500 mètres au rameur, je peux te dire que là, putain, t'es rincé. Et là, tu te dis, ah ouais, là, j'ai fait du sport, là. Même là, je donnais des conditions des cours de conditions physiques. Et la plupart des élèves, ils me disaient, mais à chaque fois qu'on venait, on avait le cigare au bord des lèvres. Quand on était là, on avait le palpitant qui tombait, comme si on allait faire une session de sparring, parce qu'on se demandait, mais putain, qu'est-ce qu'il va nous faire encore aujourd'hui? Et c'est ça le but du jeu. Et vu que moi je suis un ancien athlète, je sais ce qu'il faut faire, je sais à quelle limite il faut les pousser. Je vais pas leur demander de faire des trucs qui sont impossibles à faire et tout le monde va abandonner. Mais en même temps, je vais pas non plus leur demander des trucs qui sont trop faciles. Je sais à quel moment les pousser. Et moi, je suis derrière leur cul, mais constamment. Tu vois ce que je veux dire? Et je leur dis, mec, si tu fais pas ça, mais dégage. Tu vois ce que je veux dire? Devant tout le monde. Et donc les mecs, ils avaient le palpitant qui y allait à fond parce que juste avant la session de condition physique. Ouais, parce qu'ils savaient que ça allait faire mal. Ah ouais, non, je sais, je vois bien, c'est l'appréhension de la vraie difficulté. Souvent, on a l'appréhension, pour les cuisses, quand tu fais ton squat ou ton squat avant, etc. Mais sinon, quand tu fais la séance de pec, là, je me disais cette semaine, j'ai la séance de pec, entre guillemets, j'ai pas que les pecs dans la séance, mais c'est vraiment la séance facile, quoi. T'y vas, t'as l'impression d'avoir rien glandé, quoi. T'es là, tu sors du truc, tu dis bon. Puis des fois, tu vois, sur les réseaux sociaux, allez, pour revenir là-dessus, j'ai fait une super séance de pec et tout, là. Ouais, je sais pas, ouais, t'as fait les pecs, bon, c'est pas... Non, exactement. Écoute, si demain le sport, si mettons la musculation, c'était simplement du renforcement musculaire, et c'était juste à avoir avec si tu pouvais pousser le plus fort, le plus loin, le plus machin, et qu'il y aurait au bout du compte pas de résultat, pas de transformation physique, t'auras beaucoup de monde qui le ferait. La seule raison pour laquelle les gens ils font la muscu, c'est juste pour avoir cette transformation physique. Point barre.
Tu vois, c'est pas des Ouais, athlètes. mais évidemment, évidemment. Bah, nous, c'est pour ça qu'on a créé le club Super Physique avec des passages de niveau pour essayer de rendre ça un peu plus sportif et pas que ce soit Ouais. seulement dans l'apparence. Parce que bon, l'apparence, comme tu dis, voilà, au bout d'un moment, c'est bien, tu t'es transformé physiquement, mais que tu aies 40 ou 42 tours de bras ou même que 38, mais en fait, c'est pareil, ça ne change absolument rien à ta vie. C'est pareil, maintenant, t'entraîner pour progresser, faire des perfs, etc. Voilà, là, ça fait plus sport et voilà, ça me paraît beaucoup plus concret. Après, c'est bien de faire ça parce que tu vas peut-être aussi voir des gens qui vont se découvrir une passion pour une autre forme d'entraînement aussi. Tu vois ce que je veux dire? Dire, ah putain, j'aimais bien ça, le rowing là, putain, ça m'a fait mal quand même, mais j'aimerais bien aller un peu plus vite, un peu plus machin, et puis ils vont peut-être faire un peu plus de ça, et puis il va savoir. Peut-être que aussi dans leur progression physique, ils vont progresser encore plus en faisant plus de justement fractionner ou des choses comme ça. Donc tu sais jamais trop en fait, parce qu'on est tous tellement différents. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que la muscu pour l'apparence, la plupart commencent pour l'apparence, et ceux qui restent, Ouais. ce n'est plus pour l'apparence. Voilà. À la fin, on voit bien que comme l'apparence n'est pas l'objectif qui fait durer, en tout cas. Non, non, non. Et puis je te dis, à un moment, on passe par des gaps. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un moment, je suis sûr qu'il va y avoir une rébellion. Tu vas voir plein de meufs ou plein de gars qui vont venir avec des brioches. Ils vont dire, non, mais moi, je reste normal, je reste qui je suis. Ce qui m'intéresse, c'est bien vivre ma vie, d'être heureux dans ma vie, etc. Et puis ça va devenir une nouvelle mode. Allez, hashtag, prends ton bidou. Et puis tout le monde va se laisser pousser la brioche. Et tout le monde va être plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe par des codes de mode. Tu vois, il y en a qui va commencer à dire, ouais, mais avoir le taux de mal graisseux, c'est super mauvais. Il y a eu des cancers, des machins, des trucs. Et puis voilà, les gens vont partir sur une autre Bah, destination. alors, Tu vois ce que je veux dire, c'est bon, c'est déjà là, Jess. T'es prêt ou pas? Ouais. La dernière fois, j'étais à la Ouais. Fnac. J'étais avec un pote, et on va dans le rayon bien-être. Je cherchais mon bouquin, là. Donc, il y est pas souvent, la Fnac d'Annecy, mais bon. Et donc, on tombe sur un bouquin qui s'appelle La Body Positivité. Bon, alors, je dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vois une fille qui est un peu en surpoids sur la couverture. Je dis, bon. Et je prends le bouquin, donc c'est une fille qui est sur Instagram. Et je vois les photos dedans. La fille, au début, était mince. Et donc, elle explique, je lui rapidement, qu'elle était mince, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, elle faisait du sport, etc. Mais en fait, elle était pas heureuse dans sa vie, ça n'allait pas, quoi. Et tu la retrouves 3 pages plus tard, avec 20 kilos de trop en sous-vêtements, et qui dit, voilà, la body positivité, je m'accepte comme je suis. Et en gros, le bouquin, c'est comment bien s'habiller quand on est bien dans son corps, mais qu'on est un peu en surpoids. Elle montre des pompes sur les genoux, des petits trucs, faut se faire plaisir, enfin bon, que des conneries, bon. Tu comprends bien le truc. Et donc, ça s'appelle la body positivité. Et il y a un livre là-dessus. Donc, Jess, si tu me dis quand c'est ton anniversaire, je te l'envoie avec plaisir. Ouais. Je te l'envoie. Je demande même à la fille de te faire une dédicace. Je suis sûr que tu vas la retrouver. Ouais. Mais c'est magnifique. C'est la body positivité. C'est aujourd'hui, tu es pourri. Tu es bien pourri. Ouais. Et tu t'acceptes pourri. Mais la réalité, Mais après, c'est encore un autre truc. C'est-à-dire que voilà, il y a le fat shaming et les gens sont contre ça. Et t'as des gens vraiment en bon point, donc voire obèses, qui disent je suis heureux comme je suis. Sauf que être obèse, à mon avis, c'est comme être anorexique. Tu vas avoir des problèmes physiques dès le départ. Donc tu peux pas être ce que tu veux. Les gens aujourd'hui sont trop dans l'optique de j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je fais. Oui, non, mais où ça s'arrête si tu veux? C'est-à-dire que si moi on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que moi demain j'ai le droit de mettre des uppercuts à tous les cons qui m'énervent. Je veux dire tout de suite, ça va faire le nettoyage. Hein. Donc on peut pas faire ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, dans l'optique de faire être le meilleur de soi-même, body, positivité, quel que soit, sans partir dans l'extrême. Moi, je suis plus dans cette optique-là. C'est-à-dire que moi, je fais plus les régimes que je faisais avant, tu vois. Moi, j'essaie d'être équilibré dans mon alimentation. Alors oui, je m'entraîne un peu plus dur que la plupart des gens, mais voilà, si j'ai envie de prendre une semaine de repos, je prends une semaine de repos. Donc tu vois, je reste quand même dans une optique assez large. Le week-end, à partir de vendredi, je picole, je mange ce que je veux. Donc tu vois, je suis assez balancé. Ça fait 25 ans ou 30 ans que tu t'entraînes, que tu as fait des régimes, que tu t'entraînais à fond. Et physiquement, ceux qui te connaissent pas, je mettrai le lien de ton compte Instagram en note. T'as un physique de folie, quoi. Donc évidemment, tu te relâches un petit peu. T'es pas là à faire 120 kilos pour 1m80 avec du gras, etc. Là, voilà, il y a la body positivité, il y a, j'ai envie de dire, comme on disait tout à l'heure. Je dis, moi, je dis, peut-être que cette personne est un peu trop dans l'extrême, voilà. tu vois, de ça. Mais après, les gens, tu sais, c'est pas, moi, j'avais bien aimé à un moment, il y avait Charles Sanan, il avait écrit un bouquin, et il parlait, bon, la plupart des gens, ils parlent de faire des six-packs. Moi, ma motivation à vous de donner, c'est d'avoir un faux pack. Et je trouvais les achats vachement beaucoup plus intéressants, en fait. Parce qu'un faux pack, c'est déjà beaucoup plus accessible, tu vois, pour la plupart des gens. Et c'est déjà une motivation et une privatisation déjà nécessaire pour en arriver là. Et c'est sans aller trop dans l'extrême.
Et je pense que la plupart des papas, j'ai envie de dire, parce que toi, aussitôt qu'on a passé 40 ans, à ton avis, on est vieux. Mais en tous les cas, pour quand t'as passé 40 piges, je vais voir déjà, rien d'avoir un faux pack, avoir un peu de pec, un peu de dos, et avoir une condition physique est telle que tu peux courir sans t'essouffler, monter des escaliers sans t'essouffler, c'est déjà bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais tout à fait. Mais là, c'est juste que c'était l'extrême. Il y a, pour moi, une certaine limite que tout le monde connaît. En plus, il n'y a pas besoin de refaire le point là-dessus, mais voilà, qui est d'être à peu près mince, en forme, voilà, t'as un peu de gras en Ouais. trop, mais voilà, à 5 kilos près, pas à 20 kilos près. C'est juste que, Non, mais c'est clair. voilà. C'est clair. Après, tu sais, ce qui va faire le succès, tu sais, en plus, quand t'as un certain âge, quand t'as 40 piges, tu t'es bien démerdé dans la vie, bon, t'as un peu d'oseille, tu te trouves bien, tu vois ce que je veux dire, tu peux partir en voyage, t'as d'autres plaisirs dans la vie. Même si t'es célibataire, t'es pas le dernier des cons, t'as un peu d'humour, etc., tu peux toujours trouver des gonzesses à 40 piges, mais si t'as un physique, tu vois, pas mal, tu vois ce que je veux dire. Après, j'arrive à comprendre que quand t'es con comme la lune et que t'as pas d'oseille à 20 piges, bon, t'as envie d'avoir les six-packs pour un peu tremper ton biscuit. J'arrive à le comprendre, mais après, on a des motivations différentes dépendant de l'âge aussi. Ouais, Tu non, vois mais ce ça, que je tout veux à dire. fait, évidemment. Mais c'est pour ça que je te dis, la muscu, voilà, tu commences par l'apparence quand t'es jeune, et après, voilà, ça dérive sur autre chose, d'autres Ouais. possibilités et tout, mais là, c'était le petit clin d'œil, comme tu disais, prendre. Mais c'est vrai qu'après, mais c'est ça le problème des médias, c'est qu'on part toujours dans l'extrême, quel que soit. Regarde les news aujourd'hui, les newspapers, que ce soit la télévision, que ce soit, on veut tout de suite partir dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on parle musulman, tout de suite c'est extrémiste. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre des mecs dans les quartiers qui mettent le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, toujours c'est pour tout de suite faire parler, tu vois. Donc une meuf, si elle part dans le truc body positivité, c'est une meuf qui ressemble à une nanette lambda, si tu veux, elle va pas vraiment avoir de support, tout le monde s'en fout. Par contre, si elle est vraiment en bon point, là ils vont faire ah génial, mais super, mais quel courage. Et elle va faire un hashtag, elle va voir tous les gros culs qui Ouais, vont bah, la non, mais c'est recruter. exactement Je ça, veux et dire, ça a l'air de c'est un marcher, peu, en tout c'est cas. un J'ai peu pas ça. trop regardé, mais ça a l'air de marcher. Ouais. Après, moi, elle fait ce qu'elle veut, cette jeune femme, peu importe. Mais moi, je suis plus dans son état d'esprit en tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est faut pas non plus dire aux gens, je peux être ce que j'ai envie quand je, non. Être obèse, c'est être obèse. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être obèse. Point barre. Même si c'est pas un côté esthétique, quoi que ce soit, ça a été prouvé maintes et maintes fois que voilà, c'est pas bon pour la santé, c'est pas plus bon que être anorexique. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, mais pour ces gens-là, c'est juste un côté marketing. Ouais, bah, évidemment, bah, on tout à fait. Bon, bah, on va conclure, là-dessus. Après cette Ouais, déchaînée. Je savais que les réseaux sociaux allaient nous faire ouais, parler. Euh, ouais. donc, comme d'habitude, bah, sur le podcast, je vais laisser plusieurs liens, donc les liens, des réseaux de Jess, pour pouvoir le Ouais. suivre. Après tout ce qu'on vient de dire. Euh, également, si vous avez des questions particulières, etc., n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires du podcast ou sur la plateforme où vous écoutez ça, si c'est sur YouTube ou sur SoundCloud ou n'importe quelle plateforme. Euh, également, voilà, si ce podcast vous a plu, vous a inspiré, vous a motivé, que ça vous a vraiment parlé, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, encore une fois, encourageants sur les plateformes où vous l'écoutez. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Et j'en profite encore une fois pour remercier Jess pour ce deuxième épisode de podcast. Donc merci Jess d'avoir pris le temps. À chaque fois, je me dis On verra s'il y en a un troisième. Moi, en tous les cas, comme je t'avais dit, moi, je vais pas lire les commentaires ouais, sur, ouais, bah moi je te dirais. tu vois, ça ou alors quoi que ce soit. Mais par contre, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et Rudy me les fera passer à moi. Et moi, j'essaierai de répondre aux questions sur un Facebook Live ou un Ok, truc comme et ça. puis donc normalement on aura un troisième justement un peu plus sur le métier d'acteur, de l'autre partie de ta vie. Parce que là, j'ai vraiment, je pense que c'est hyper intéressant de voir ce changement un peu de carrière. Et je pense que t'as pas mal de trucs à dire, surtout qu'on en parle un peu en antenne. Donc on se retrouve Ouais, ok, normalement ensemble bientôt pour un troisième épisode, si celui-ci donc a du succès, mais je n'en doute pas trop. ok. Salut! Ciao!